Bienvenue à cette conférence dans le cycle de l'exposition Yona Friedman. Donc on a le grand plaisir d'accueillir ce soir Dominique Rouillard qui vient de Paris. Je vais vous introduire rapidement. Donc vous êtes architecte, docteur en histoire de l'art, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais. Vous dirigez le laboratoire de recherche du LIAT. LIAT pour Laboratoire Infrastructure Architecture Territoire. Vous êtes directrice d'études dans les écoles doctorales Ville Transport Territoire à Paris-Est et aussi à l'école doctorale d'histoire de l'art à la Sorbonne. Vous avez fondé l'agence d'architecture et d'urbanisme Architecture Action avec Alain Guilleux. C'est une agence qui travaille conjointement sur la recherche et le projet. Et vos recherches portent aujourd'hui sur l'histoire immédiate de l'architecture, de la ville et des infrastructures contemporaines. Je vais citer vos derniers ouvrages parus. Superarchitecture, le futur de l'architecture 1950-1970 en 2004. Architecture contemporaine et monuments historiques en 2006. Et 3 livres plus récents, l'infraville, futur des infrastructures, imaginaire d'infrastructures et la métropole des infrastructures. Voilà. Il y a donc une idée fixe peut-être. Et puis j'ai là entre les mains un livre avec une belle photo d'infrastructure sur la couverture que vous connaissez peut-être pas. Hein. Alors c'est pas un livre de Dominique Rouillard, c'est un livre signé Roberto Gargiani, mais vous contribuez à cet ouvrage qui sort en ce moment. Et ça, celui-là est pour vous d'ailleurs. Merci. Voilà. Je serais réjoui de vous écouter et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci. Oui. Non. Parce que j'ai pas une énorme voix. Merci à Cyril, merci à Archizoom de m'inviter. Je suis très, très heureuse de revenir à l'EPFL pour cette conférence. J'ai enseigné ici il y a 4 ans sur l'invitation de Roberto Gargiani. Donc pour moi, c'est un lieu que je connais et je trouve vraiment très sympathique d'être là. J'ai fait un tour aussi avec Ramon qui m'a présenté un peu l'exposition. Et je trouve qu'elle est très très belle et Yona aurait certainement été très très contente de voir cette exposition dans une école d'architecture. Elle est vraiment, vraiment très très belle. Évidemment pour moi c'est aussi assez émouvant d'être là avec cette salle qui s'appelle Archizoom, puisque j'ai beaucoup fréquenté à la fois Friedman et Archizoom. Et il y a comme une espèce de rencontre assez étonnante là, d'avoir les deux, à la fois comme... on pourrait presque imaginer qu'Archizoom fait un hommage à Yona Friedman, puisque Yona Friedman était quand même dans la tête de tous les architectes des années fin 50 et des années 60, donc ils ne pouvaient pas ne pas le connaître, ils le connaissaient. Et en même temps, ils étaient contre, puisque toute la production d'Archizoom et de Superstudio, elle s'est construite contre Yona Friedman, contre ce qu'incarnait Yona Friedman, pas en tant que personne, bien sûr. Donc c'est assez intéressant d'avoir ces deux rapprochés, je trouve, comme une espèce de rencontre historique. Et c'est vrai que 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, il y a évidemment le temps et le travail, aussi beaucoup des historiens ont un peu ramené les deux dans une sorte de même actualité. Je sais que ce soir, par exemple, j'avais été invitée pour aller faire un dialogue avec Gianpiero Frasileni de Superstudio à Bourges. Donc il y a une espèce d'actualité démente entre disons, la filière que moi j'ai différenciée, puisque à l'époque tout le monde mélangeait toutes les mégastructures, donc la filière quand même positiviste, positive et progressiste qu'incarne Yona Friedman, et puis cette contre-mégastructure, cette contre-utopie radicale qu'incarne magistralement aussi Archizoom. Donc les deux finalement sont de la même actualité. Et j'ai discuté tout à l'heure avec un étudiant avec lequel je ferai peut-être la thèse, et je pense qu'il y a à interroger scientifiquement cette actualité même de cette rencontre aujourd'hui, de ce retour, de ce revival entre Archizoom et Yona Friedman, les deux d'une certaine façon, mais j'en dirai d'ailleurs un mot moi-même. Alors bon, en fait, si je commence comme ça, je ne vais jamais tenir les 50 minutes. Cyril m'a dit 50 minutes, je vais avoir du mal, mais donc je ne vais pas commenter. J'ai juste remis cette petite image pour les étudiants, au cas où ils ne sauraient pas d'où vient ce Just What Is It Like
A Megastructure So Appealing, donc j'ai évidemment transformé le titre, mais je vais pas en parler, finalement. À droite. Voilà. Alors je commence par cette image, je ne sais pas si vous la connaissez. En 2004, la designer de mode Agnès B, donc, je sais pas, enfin, les femmes connaissent en général, française, donc, elle a une galerie d'exposition, elle a invité Yona Friedman pour qu'il lui produise, c'était 2004, c'était déjà il y a 8 ans, donc il n'avait pas encore aussi l'aura absolument gigantesque qu'il a aujourd'hui, donc elle lui a demandé de faire une exposition pour elle, et notamment par rapport à Berlin. Donc Yona, ni une ni deux, hop, il est parti dans ses dessins, c'est toujours à peu près les mêmes, et donc il a pris la porte de Brandebourg et il a lancé sa mégastructure. Ensuite, bien sûr, il est toujours très, très malin et très, très vif et très intelligent par rapport aux situations. Il a pris le Tiergarten, qui est l'équivalent finalement du Bois de Boulogne, qu'il avait fait 50 ans ou 60 ans plus tôt. Et hop, il a balancé la même structure. Et donc, grand succès à Paris, petite publication en 2004. Et il m'avait envoyé ça, bien sûr. Et j'étais quand même extrêmement surprise. C'était la première fois que je voyais Yona Friedman exposée dans une galerie de mode. Alors je m'étais dit, mais tiens, mais c'est étonnant ça. Surtout que Agnès B avait très peu invité. J'ai retrouvé les gens qu'elle a invités. Donc il y a 2 architectes, Yaitsuko Hasegawa, mais avec Dan Graham, donc, déjà. Et puis il y avait Cédric Price, dont on sait que, évidemment, c'est un personnage un peu particulier. Mais donc d'habitude, c'est plutôt des artistes. Donc je voyais que le statut de Yona Friedman, en 2004, commençait vraiment à changer. Il était passé du monde de l'architecture, éventuellement des galeries, des musées, parce qu'il commençait depuis le début des années 90, son travail a commencé à être réévalué et acheté. Et donc il passait du côté de la mode. Et je dois dire que ça m'a vraiment interpellée. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. Et surtout pour produire toujours les mêmes projets. Hein. Et surtout chez un architecte qui n'a pratiquement rien construit, qui est toujours resté d'ailleurs, enfin je pense qu'il aurait voulu quand même construire, même si aujourd'hui bien sûr son discours est très différent, mais je pense que comme tous les architectes, il ne voulait pas se reconnaître en tant qu'utopiste, et il aurait voulu quand même essayer de participer à quelque chose. Donc à part, vous savez, le musée à Madras, des technologies faibles, il a rien construit. Mais toute sa vie qui a été difficile, il n'a rien construit. Donc il passait du côté finalement plus d'un architecte de papier et d'art, alors que c'était absolument pas sa destinée. Et donc il a relancé toute une production, il n'arrête pas. Donc je m'étais posé la question de qu'est-ce qu'il vous avait fait pour Lausanne. Donc Cyril m'avait envoyé, en même temps qu'il m'a envoyé l'invitation, il m'a envoyé les petits dessins qui sont là, que j'ai évidemment regardé, je dis toujours, je ne vais pas retravailler sur Friedman, mais quand même, j'ai toujours envie de voir. Et comme je travaille sur les animaux, j'ai un projet avec Hélène. Évidemment, il y a les vaches à la fin. T'inquiète pas, c'est pas tombé dans l'œil de... Mais je savais qu'il avait un rapport avec les animaux, mais évidemment, j'ai fait un zoom là-dessus. Donc, Tel Aviv, 1990, Venise. Alors, quand je l'avais vu en 2008, il était à Balkis Island, il venait de perdre son chien. Balkis, il avait un rapport très fort avec son chien, donc il a rebaptisé cette partie de l'Antarctique. Donc toujours des projets qui, moi, me laissent quand même un peu de glace, je dois dire. Je ne rentre pas du tout dans cette... Je ne partage pas cette utopie. Enfin, je ne suis pas dans la transe que j'ai perçue chez un certain nombre de gens. Je regarde ça, je dis oui, mais j'ai déjà vu, quoi. Et puis, alors, le mieux, c'était Shanghai Bridge, invité en 2010 à Shanghai. Je me suis dit, les Chinois, qu'est-ce qu'ils veulent Et en fait, c'est parce qu'il est devenu un nom, et donc il se plaît d'ailleurs beaucoup, Yona se plaît beaucoup dans ce rôle effectivement d'initier des entreprises, et dit, moi, je ne vais pas construire, bien sûr, mais je vais initier des idées. Et donc il ressort le pont, 60 ans, comme ça. Donc, de plus en plus, depuis 2004, je m'interroge, vous voyez, ça fait longtemps quand même, mais sans y travailler, je m'interroge sur ce retour et la signification de ce retour, à vrai dire. Parce que moi, j'en suis restée, puisque j'ai pas eu le temps de travailler sur ce retour, j'en suis restée à ce que j'ai travaillé dans Superarchitecture. Donc, il y a une recherche d'il y a
longtemps maintenant, c'est une recherche qui m'a pris beaucoup de temps, à l'époque, je revalorisais, j'essayais de comprendre un peu ce qu'avait dit finalement Alan Colquhoun en critiquant le livre de Reinhard Benham. Je m'excuse des références, mais comme je suis dans une école d'architecture, je me permets de citer des gens que vous devez connaître, qui avaient dit finalement de la mégastructure, il disait ça donc en 76, de la mégastructure, finalement, qu'est-ce qui est intéressant? Il disait il reprochait à Benham de ne pas avoir montré dans son livre phare, Mégastructure, il lui disait, mais finalement, qu'il n'avait pas montré ce qui pourrait être encore intéressant aujourd'hui de la mégastructure. Ça m'était resté, cette idée, et lui, il le pensait pour une application directe, et moi, je le pensais par rapport à la théorie de l'architecture. Finalement, cette mégastructure que tout le monde avait critiquée, mais alors d'une manière terrible, je vous rappelle que Jonas Friedman a été interdit d'enseigner en France pendant tout le temps, alors qu'il était, normalement il aurait dû enseigner à La Villette. Ils avaient accepté Emmerich, même Jacques Famery. Bon, Jacques Famery, il enseigne toujours. Je crois qu'il est peut-être à la retraite, mais enfin, il a enseigné à La Villette. Mais Jonas Friedman était interdit. Comme si Jonas Friedman incarnait, et c'est bien ce qui fait l'intérêt du personnage, incarnait vraiment la mégastructure dont on ne voulait surtout plus entendre parler et dont on avait peur. On avait peur qu'il forme les étudiants à la mégastructure, et même si le mot il ne le reconnaît pas, mais c'est quand même ça. Et un personnage finalement assez inconsistant, qui était arrivé à rien construire, etc. Et donc il a été complètement écarté. Et je dois dire que j'ai mis un certain nombre d'années avant de lui demander de quoi il avait vécu, voire survécu. Je n'osais pas lui demander. Il était dans son fameux appartement, que vous voyez là toujours le même, avec de plus en plus d'objets au fur et à mesure que j'y allais. Et je n'osais pas lui demander, mais de quoi Jonas, vivez-vous? Et c'est après qu'il m'a raconté ces histoires de cinéma, de dessin. J'ai vu aussi qu'elle était financée par l'UNESCO pour faire des études, et que tout ça n'a jamais vraiment abouti à quoi que ce soit. Mais avec sa femme Denise, il a survécu, et il a vécu comme ça, parce qu'il a, comme vous le voyez, et ça c'est ses dessins d'aujourd'hui, mais c'était déjà à l'époque à peu près les mêmes, ça c'est vrai que ça n'a pas bougé, il a un don réel pour, avec trois coups de crayon, il vous fait une vache, une chèvre, un enfant, un chien qui parle, alors ça moi ça me effectivement il a quelque chose, et comme il a travaillé pour les pays sous-développés, notamment pour l'Afrique, il a fait des contes pour enfants, le crocodile, donc tout ça il l'a mis en image, et il a vendu ça, en fait, il a gagné des prix, des choses comme ça. Et donc il a vécu de ça, ce qui est un peu triste quand même, et à partir de 80 ans, on lui dit, alors voilà, c'est super ce que tu as fait pendant toutes ces années. Bon, voilà, donc ça m'interroge. Donc, moi, alors voilà, j'avais été aussi invitée à Berlin en 2008, où il y avait Megastructure Reloaded, comment la mégastructure était rechargée aujourd'hui, et rechargée pour eux, comme c'était organisé par des artistes, vraiment une exposition faite par des artistes. Ce qui les intéressait, de nouveau, c'était la dimension iconique, en fait, parce que c'est extrêmement iconique. C'est pour ça qu'il était si connu dans les années 60. Et par exemple, il y avait une artiste, là, Catherine, son nom, là, qui avait interprété la mégastructure. Moi je trouve ça pas du tout intéressant. Je suis filmé, c'est dommage, mais je veux dire, ça n'apprend rien, c'est plutôt même triste, parce qu'elle n'a pas compris que, ne serait-ce qu'en lisant Colas, mais il y avait déjà ça chez Friedman, évidemment chaque niveau est indépendant et permet d'avoir une fonction et une activité, une animation différente. Et là, c'est toute la même chose. Bon. Voilà, les artistes qui se saisissent, le catalogue par contre est très intéressant, mais ils se saisissent de ces icônes, de l'icône qui est devenue la mégastructure. Et donc moi, je tenais pas ce discours. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre la portée de ce célèbre collage de Jonas Friedman, qui est quand même contemporain complètement de Constant, parce que aussi Friedman, il ne faut pas non plus en faire une idole. Je veux dire, il appartient à son temps, et le travail des historiens, des critiques, c'est de bien le positionner ici dans son temps. Alors je sais qu'il n'aime pas trop ça, mais je lui ai déjà fait un peu cette conférence, et il m'a dit, c'était à Bordeaux, il m'avait dit, j'avais l'impression d'assister à ce qu'on dirait quand je serais mort. Et il était dans la salle, et il m'a dit, ça va, c'est pas trop mal. Parce que je le comparais aux autres, ils n'aiment pas ça. De leur vivant, leur dire qu'en fait, ils sont contemporains d'un tel qui faisait la même chose que l'autre. Ah non, j'étais là avant. Bref, vous connaissez les architectes. Moi, ce qui m'a intéressé dans la mégastructure, quand je l'ai étudiée, c'était d'essayer de comprendre
d'où elle venait. C'est-à-dire, moi je fais toujours des analyses un peu finalement, c'est ma formation structuraliste, d'où elle vient, donc effectivement quand même un peu la généalogie, la genèse, comment elle est faite, donc dans le terme structuraliste du terme, hein, comment elle est faite, comment elle est structurellement faite, et puis d'où elle va, hein, le futur de l'objet, sa fortune critique, etc. Donc c'est un peu les trois qui m'intéressent toujours dans un projet de genèse, de quoi c'est fait, et puis finalement vers où ça a été. Alors, de quoi c'est fait, c'est quand même très important, et pourquoi c'est important de faire la genèse, c'est parce que c'est difficile de faire une image comme ça. Ça vient pas comme ça, du jour au lendemain, et très souvent on commence par ça, comme s'il était arrivé de Haïfa, parce que bon, vous savez, il est bulgare, il est allé là-bas, il est en Israël, etc. Mais il est arrivé à Paris, il ne savait pas un mot de français, il rencontre sa femme Denise, et il a fait comme tous les touristes, il achète des cartes postales, et il a il sent quelque chose, il achète des cartes postales, et il repère dans Paris, très étrangement, les endroits qui ne sont pas construits, des endroits un peu vides. Bon, le Paris des années 50, c'est un Paris d'après-guerre, hein, donc c'est déjà un Paris un peu en ruine, je trouve, quand on voit les images. Et il se dit, tiens, la Seine, il n'y a rien, je passe par-dessus, les contrescarpes, enfin vous connaissez tous ces collages. Mais néanmoins, cette image, elle date pas de 56 comme 57, 58, 59, elle date de 59, 60. Hein. Et et pourquoi je donne ce créneau, c'est-à-dire pendant 3-4 ans, il cherche quand même. Hein. Il cherche il cherche comme un architecte cherche, il ne sait pas ce qu'il cherche, mais il travaille, on va dire. Hein. Et puis après, on dit il a trouvé. Hein. Mais évidemment, il ne sait pas qu'il va arriver à ça. Cette image qui fait le tour du monde très très vite, moi ce qui m'intéresse, c'est pourquoi elle a tant de succès, et si elle a du succès, c'est parce qu'elle n'est pas si évidente que ça, et que personne ne l'a produite. Personne n'a produit ça avant lui. Donc il y a quand même un geste là qui est intéressant. Alors c'est vrai qu'il faut la rapprocher de la ville couverte de Constante, de la Nouvelle-Babylone, qui est contemporaine. Elle est exactement contemporaine. Et pour certains points, c'est exactement la même idée. Hein, qui est une idée qui est... Bon, je vais pas... Le problème, c'est qu'il ne faut pas que je me lance dans un cours, sinon j'en ai pour des heures, mais c'est quand même, en gros, c'est la critique d'Islam, et c'est la critique de la barre de Le Corbusier. Hein. Et elle va se construire progressivement. Alors, j'ai découpé... En fait, j'avais dit 5 villes, mais je ne vais pas montrer la 5e, parce que d'abord, je n'aurais pas le temps. Je me suis aperçu que j'avais oublié des images. Parce que j'en ai rajouté une 5e, c'est la Survival City, la ville de la survie. Mais c'est encore une autre histoire. Donc j'en fais 4. C'est la ville en nappe. Il invente la ville en nappe. Vraiment, il invente la ville en nappe, qui est la ville couverte de Constant. Et cette ville en nappe, elle a trois. Elle fait front à trois critères contre la barre, contre le zoning et contre la ville en tant qu'objet, en tant que finalement quelque chose qui se réfléchit comme un objet. Alors j'ai essayé de montrer ça assez rapidement. Ça renvoie un petit peu d'ailleurs à l'article que j'ai fait dans l'épopée du tridimensionnel, dans le livre de Roberto Gargiani. J'étais contente de faire cet article parce que c'est quelque chose que j'avais réfléchi depuis longtemps, cette histoire de la tridimensionnalité, et je suis tombée un peu dans le panneau du tridimensionnel, moi. Donc cet article m'a permis de bien me remettre à plomb, historiquement parlant et conceptuellement parlant. Habiter dans une poutre, habiter dans une structure, l'idée en revient à Mies van der Rohe. Vous connaissez tous son projet de maison. Ça fait partie de ses projets qu'il n'a jamais construits, mais que, évidemment, son disciple absolument terrible, Philip Johnson, s'est empressé de réaliser. Par exemple, dans la Leonard Hart House, ici. Mais le dessin date de 1934 et il a une force extraordinaire. Vous prenez une poutre et puis, voilà, tout est dit. Vous avez la petite diagonale qu'il faut juste pour contreventer. Et puis la pente, parce que justement, ça montre bien que cette architecture elle est indépendante du terrain. Et puis la très belle, là je vous ai amené juste pour le plaisir, la très belle interprétation californienne de Craig Elwood dans les années 60. Donc ça c'est, pour moi, je n'ai pas non plus fait une genèse, voilà. Mais disons que par rapport à la culture architecturale que l'on a du siècle, c'est un moment où quelqu'un dit on habite dans une structure. C'est pas on habite à l'intérieur de la structure. Je dis ça parce qu'évidemment c'est... Deuxième temps, j'ai mis en parallèle ici le fameux projet du Convention Hall de
Mies van der Rohe de 1953, qui restait le projet jamais construit. Alors ici, il y a des amateurs, il y a toujours à faire. Donc, projet 120 mètres de portée. Et le challenge pour Mies van der Rohe, qui n'était pas dans le grand geste, vous connaissez Mies, c'était pour lui de couvrir l'espace le plus grand possible sans point porteur à l'intérieur. C'était ça son idée. Donc de reporter la structure porteuse en périphérie et d'avoir au-dessus une structure, enfin une espèce de poutre, un platelas métallique horizontal qui fait, je ne sais plus combien de mètres, 3 mètres à peu près, quand on regarde la National Gallery déjà, à peu près de 3 mètres, j'avais calculé à l'époque, je ne sais plus trop, mais enfin disons 3 mètres de haut, 4 mètres de haut. Mais surtout, c'était pas grave, surtout qu'il n'y ait aucun point porteur à l'intérieur, de façon à avoir ce qu'il a fait avec le photomontage de I Like Hike, un espace extraordinaire, immense, gigantesque, qui serait l'équivalent contemporain de la coupole la plus grande qui soit. Mais sauf que surtout l'horizontalité. C'est autrement plus compliqué de construire à l'horizontale que de s'aider d'une arc et d'une voûte. Donc ça, c'était le challenge très intellectuel finalement de Mies van der Rohe. Et puis, donc ça 53 et 54, 55, parce que tout ça, c'est évidemment, vous allez me dire, je chipote un peu sur les années, mais bon, c'est un peu précis, tout ça, ça se construit. On a le fameux Konrad Waxman, ce personnage, cet Allemand, qui n'est pas architecte de formation, qui est ni ingénieur d'ailleurs, qui est charpentier, et qui va partir aux États-Unis pendant la guerre, et qui va commencer à réfléchir, avec des commandes aussi de l'armée américaine, sur des structures de grande portée. Et on voit bien, pourquoi je mets en parallèle, c'est qu'on voit bien que l'objectif n'a aucun rapport. Il y en a un qui veut englober un espace pour avoir du contenant, en reportant tout à l'extérieur. Et lui, c'est l'inverse. Il n'y a pas de périphérie. Il les conçoit jamais. L'important pour lui, c'est, là, par exemple, il n'y a que 18,50 mètres, mais on est déjà à 18,50 mètres, mais il arrivera jusqu'à plus de 40 mètres de portée dans ces projets non construits, bien sûr. Les deux sont non construits, avec 2 points porteurs, de façon à libérer autour de la périphérie. Mais on est dans des structures, c'est pas des structures tridimensionnelles, c'est de la ce que j'appelle la fausse tridimensionnalité. C'est-à-dire c'est des poutres plates avec des éléments de contreventement en diagonale. Et ces 2 projets, ils vont immédiatement être extrêmement connus dans le monde entier. Il y a quelque chose qui fascine par la portée. On est au milieu des années 50, c'est pas comme aujourd'hui, donc l'avenir et le progrès est à nous. Et plus c'est grand, plus c'est impossible, mieux c'est. Une autre image que je rapporte, tout ça c'est des images que vous connaissez, la fameuse tour de Muscan pour la Philadelphie, pareil, vous voyez, 52, 53, 54, 55, pas construite, vous savez qu'elle est en béton armé, parce que c'était un projet pour une firme, c'est un objet publicitaire, en fait, si on peut dire. Et il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai compris le sens, enfin tout du moins mon sens qui m'intéressait à moi, de ce projet, c'est que c'est une tour qui n'est pas droite. Il m'a fallu du temps pour comprendre que c'est ça qui m'intéressait dans cette tour, c'est qu'elle est désingandée. Elle est comme ça. Or une tour, les Américains, ils ont construit la tour comme quelque chose d'essentiellement unique, magnifique, sur son lot, donc je ne vous refais pas l'histoire de la tour. Et là, cette tour, bien sûr, elle simule une structure tridimensionnelle avec ses plots, mais surtout, vous voyez, elle part dans tous les sens. Et le fait qu'elle parte dans tous les sens, alors j'ai pas fait de recherche, c'est vraiment comme ça, à force de regarder, etc. Mais je ne sais pas si Kahn a écrit là-dessus, mais elle exprime le fait que cette tour n'est pas achevée. Et j'ai trouvé après ce dessin qu'on montre beaucoup moins souvent que évidemment la maquette qui est très belle ici. Ce dessin qui confirme mon sentiment que c'est une tour, mais c'est une tour horizontale. Voilà, je ne sais pas si ça peut dire quelque chose, une tour horizontale. C'est-à-dire c'est une tour qui attend ses prolongements. Et les petits bouts que vous voyez ici, c'est les fameux nœuds sur lesquels a tant travaillé Konrad Waxman. Donc c'est une tour qui en fait, dans son irrégularité, dans le fait qu'elle soit incurvée comme ça, eh bien, elle attend qu'une chose, c'est que les pièces soient rapportées, et donc c'est une espèce de prolifération horizontale tout en étant verticale. Donc c'est quelque chose d'assez sioux, assez malin quand même ce qu'il avait fait. Et quand j'ai vu ce dessin, j'ai dit bah oui c'est ça. C'est-à-dire que là de nouveau le bâtiment, enfin là ça ressemble à un bâtiment. Donc d'une certaine façon c'est moins intéressant que ça.
Mais néanmoins, on voit bien que ce bâtiment, lui non plus, n'est pas achevé, même si aujourd'hui, ça c'est un bâtiment. Bien sûr, nos architectes font des trucs qui ne sont pas finis esthétiquement. Mais aujourd'hui, ça, on dirait, c'est un carénage. À l'époque, le carénage, c'est pas, surtout pas, il ne faut pas parler de carénage pour Louis Kahn. Mais donc, si on dit que c'est pas un carénage, qu'on n'est pas dans les années 90, mais on est dans les années 50, c'est un bâtiment qui va continuer. Okay. Donc, c'est aussi des objets qui circulent, qui montrent aussi que ces architectes, ils réfléchissent tous un peu dans la même... Enfin, avec des objectifs différents, on peut pas trop... Tout ça, c'est très différent. Mais ils sont toujours dans l'idée d'une prolifération. Ah, il m'en manque une. Bon, j'en ai enlevé une. Je voulais vous montrer son travail avec Anting, quand il fait ses trames hexagonales dès le milieu des années 50. Mais évidemment, cette image-là, elle dépasse toutes les autres. Moi, même quand je vous la montre comme ça, c'est trop beau, quoi. À chaque fois, je la regarde, je dis waouh, c'est vraiment superbe, quoi. C'est vraiment superbe. Et à chaque fois, je me dis mais pourquoi ça n'existe pas, quoi. Pourquoi on ne l'a pas construit, quoi, ça. Donc, imaginez le Konrad Waxman, il arrive en Israël, il arrive à Haïfa et il montre ça. Il vous montre ça à l'époque. Imaginez, vous avez 60 ans de moins, hein, d'accord. Il montre ça dans la salle, il fait comme moi, il montre ses projets, avec la tchatch qu'il devait avoir. Hein, il montre ça, et vous avez dans la salle Yona Friedman, qui est là. Ah, il voit ça, il dit... Et qu'est-ce qu'il voit, Yona Friedman? Yona Friedman, il n'est pas ingénieur, même s'il il est diplômé avec une double formation, enfin, comme on a dans les pays de l'Est. Il voit ça, et il dit, ben, en fait, lui, ce qu'il voit, c'est ça. C'est-à-dire, c'est à la fois effectivement la surélévation, mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Konrad Waxman, c'est un ingénieur, enfin il a une pensée d'ingénieur. Pour lui, l'ingénieur, c'est libérer des portées, pour que les avions puissent passer en dessous, etc. La beauté de ce geste absolument extraordinaire, cette résille absolument magnifique, et l'architecte très utilitaire qui, lui, doit mettre des gens dedans, il dit, mais et si on construisait à l'intérieur? Donc, la mégastructure va s'inventer là, mais alors, quand je dis le mot n'existe pas, hein, c'est un mot qui apparaît 62-64, hein, donc c'est très tard le mot de mégastructure, mais disons l'idée qui va devenir la mégastructure, c'est vraiment la transformation d'un projet constructif avec des immenses portées pour le transformer en une architecture habitable et dans une ville habitable. C'est ça le pas qui va être fait, et qui va être fait aussi par Eckhard Schulz-Philitz, avec qui je suis de plus en plus en relation, et il m'a envoyé récemment encore de la documentation. Bon, c'est un monsieur très très vieux, je suis allée faire une conférence, etc., pour comparer les deux, Schulz-Philitz et Friedman, et il m'a envoyé récemment de la documentation, je lui ai rien demandé, hein, très gentiment, etc., et il m'a envoyé le portrait de Konrad Waxman. Ça, il l'a mis dedans. Bon, bah, tout est en allemand en plus, donc moi, c'est pour ça que je l'ai un peu raté dans mon livre, parce qu'il n'y avait pas tout en allemand, mais il m'a envoyé, je lui ai rien demandé, le portrait de Konrad Waxman. Donc c'est quelqu'un qui, pour eux, a été évidemment important. Donc l'image la plus célèbre, vous la connaissez, c'est celle-ci, de 55, qui donne l'échelle avec les personnages, vous voyez, avec l'avion, les bombardiers. Alors les commandes étaient toujours 4 réacteurs, des porte-à-faux absolument incroyables. Et je vous mets en parallèle Constant 1960, hein, qui lui aussi fait la même chose, c'est-à-dire qu'il prend ça et à l'intérieur, c'est la ville. C'est pas ça, l'espace construit. Ça, c'est ce qui reste de la ville une fois qu'elle sera alors reçue, soit la bombe atomique, soit quoi, elle sera complètement dépassée, soit. Donc, le dessous, c'est rien. Et ils font un transfert, si vous voulez, entre ce qui est que du constructif. Eux, ils en font que de l'espace habité. C'est ça le pas, je pense, de cette opération. Voilà. Eckhard Schulz-Philitz, qui est celui avec sa Raumstadt de 1960, qui est celui qui a le plus collé au plus près à l'esprit de la vraie tridimensionnalité, c'est-à-dire vraiment un assemblage de tétraèdes mis les uns dans les autres, et quand on peut, parce qu'évidemment, une fois qu'il y a des câbles partout, des triangles, des diagonales partout, on ne peut plus habiter, il a essayé d'imaginer cette ville spatiale, et en plus, ce que j'aime beaucoup, bien sûr, c'est qu'il la pose vraiment sur les pointes même. Bon, je ne peux pas faire le parallèle avec Bell, etc., mais enfin, c'est très intéressant. Alors, si maintenant j'avais été intéressée par Friedman, quand il m'avait
à l'époque, quand je l'avais vu, il m'avait donné, je ne sais pas s'il les donne aujourd'hui, c'est Denise là, qui tapait à la machine, qui traduisait toutes ces idées sur la ville mobile, qu'il appelait à l'époque la ville mobile, pas la ville spatiale. Spatiale, c'est venu après, la ville mobile, et on voit les dessins de l'époque. Et on voit, et ce qui m'a intéressé, que j'ai analysé dans Super Architecture, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment la nappe arrive. Puisque c'est le premier à l'avoir fait, je trouvais que c'était intéressant de dire, mais pourquoi les autres l'ont pas fait? Et donc, c'est que lui, ça n'a pas dû être si facile pour lui. Et en fait, on voit bien dans ce petit dessin, alors, ce que je vous montre là, c'est grand comme ça, hein, dans son cahier. Hein. Mais c'est ça, le travail d'historien, c'est que même un petit dessin, c'est comme disait les Barthes, ça a de la signification, essayez de le faire, vous verrez, c'est pas si facile. Donc il l'a fait, et donc c'est interprété, même petit comme ça, c'est interprété. Donc, vous voyez, il emploie bien le mot de pylône, donc il reprend une structure qui n'est pas une structure tridimensionnelle, c'est une fosse, c'est une structure miésienne, en fait, ce sont des poutres plates, contreventées par des diagonales, ce qui est très différent, et on le voit bien dans le bâtiment que vous voyez ici, et ce qui m'intéresse là, c'est qu'on voit bien qu'on est encore dans une barre. La première référence que donne Yona Friedman de ces références, c'est le Corbusier. Il ne faut jamais l'oublier, le Corbusier. Même avant Waxman, il dit le Corbusier, parce qu'il a une petite lettre de Le Corbusier qui l'a aidé, etc. Et puis c'est normal. Qui n'était pas sous l'influence de Le Corbusier? Vous ne pouvez pas ne pas être corbusien de toute façon dans les années 50. Donc il est dans la barre, et on voit bien, ce dessin aussi extrêmement intéressant, on voit bien comment il pense la ville. C'est-à-dire qu'il la pense avec des bandes. C'est-à-dire, bon, c'est un peu différent de ce que faisait Le Corbusier, mais quand même, on est quand même dans une enfilade de bars, comme pouvaient l'être les logements de 37 de Le Corbusier, les logements insalubres de Le Corbusier en 37. Et la vie, une vue de la ville, ici, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a ce serpentin, comme ça, cette ville linéaire articulée d'ailleurs de ce point de vue-là, qui permet de faire ces fameux transports sur lesquels on revient d'ailleurs aujourd'hui. On est en train de revenir à cette idée-là. Et je l'avais un peu décrit aussi, il avait aussi imaginé des choses au sol, des constructions au sol. On ne peut pas revenir trop. Mais c'est important de montrer qu'il démarre par là, et il me montre, à l'époque, tout ça c'est vieux, petit dessin, il avait ses petites fiches. Il travaillait sur des petites fiches comme ça, petites fiches de 1958. Et il me met, alors évidemment pour moi ça sera l'éléphant, la prochaine recherche, que vient faire un éléphant là. Ça m'intéresse. Alors là, j'avais pas eu le temps dans Super Architecture de le travailler, mais je vais travailler maintenant l'éléphant. Mais il me montre ça, et ça c'était une étape effectivement très très importante. Il me dit, en fait, on a commencé à... Alors il dit que c'est un accident de son petit cousin qui travaille avec lui pour faire les maquettes, et en fait le gamin apparemment aurait rapproché des barres. Bizarrement, à l'époque, je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui, parce que, encore une fois, un architecte réécrit son histoire. Hein. Donc au fur et à mesure, il ne faut jamais oublier cette temporalité. Vous l'interviewez en 1990, j'ai bien vu avec Brandy, hein. C'est incroyable. Moi j'ai interviewé Brandy en 92, on le retrouve 20 ans plus tard, c'est plus la même histoire. Le personnage, il s'est reconstruit, parce que voilà, bon, c'est normal. Hein. Donc il faut faire la part de tout ça, mais à l'époque, il me dit, c'était mon petit cousin, il a fait les maquettes et puis il les a rapprochées. Et en faisant ce rapprochement, eh bien, la barre isolée est en train de prendre une largeur, une épaisseur. Et l'étape d'après, évidemment, ça va être de rapprocher ce paquet-là. Et voilà comment naît. Alors, il raconte, mais c'est assez probable, tout du moins, ça montre bien qu'on n'est pas passé directement d'une prolifération, par exemple, qui était la situation de Kahn, Louise Kahn. Elle vient pas de là. Elle vient en fait de Le Corbusier et de cette barre. Et on arrive à cette... ça vient du livre de Konrad Waxman, la texture et le caractère d'une structure de l'espace, une structure spatiale. C'est-à-dire cette chose pleine de trous qui va être perçue comme quelque chose dans lequel on va pouvoir faire des choses. Et l'étape d'après, c'est cette proposition faite par Friedman de remplir, en fonction des besoins, un certain pourcentage. C'est ça aussi, ça a été sa belle idée, de dire, évidemment, Konrad Waxman, il ne remplit rien, c'est 0% de remplissage, la lumière traverse, c'est pas son problème, de toute façon, Waxman. Et lui, il dit, si on veut l'habiter, et si on veut l'habiter d'une manière intelligente et intéressante,
il ne faut pas entièrement la remplir, il faut la remplir à proportion de... Alors ça, il y a des coefficients, parce qu'il il se fait un peu scientiste comme ça, hein. On verra une dernière image tout à l'heure. Coefficient 5, 30%, coefficient 3, 60%. Et pourquoi ce pourcentage ? Parce que ce pourcentage va permettre après la fameuse mobilité. Parce que la ville mobile, elle était au départ quand même de son idée. Et donc, plus vous avez de vide, plus vous allez pouvoir pousser et remplir différemment le pulse. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, évidemment, la lumière va pouvoir passer à travers. Et une photo comme ça, d'une maquette, les centaines de maquettes qu'a faites Yona Friedman, ça c'est une photo qui publiait en 1900... celle-là, je crois qu'elle est tardive, elle date de 70, je crois, cette image. La photo, mais peut-être que le maquette est avant. Mais elle est très expressive de ce que cherchait Yona Friedman et de ce que cherchait finalement cette mégastructure à l'horizontale. Un remplissage finalement systématique de l'espace, capable d'intégrer l'ensemble de la ville existante. Je vais revenir sur la deuxième, mais on voit déjà ça avec cette belle image, cette belle photographie faite sur la lumière qui viendrait du dessous ou qui viendrait du dessus et qui permet de l'épaisseur du paquet. Donc, il invente cette nappe. Et quelle est l'importance de cette nappe pour la théorie de l'architecture et pour la ville ? C'est que, premièrement, elle permet d'échapper à cette barre qui était... Même les Smithson, ils n'avaient pas pu y échapper. Hein. Elle était là, cette fameuse barre. Hein. Donc, échapper à la barre, échapper à l'unité d'habitation pour, finalement, quitter ce modèle. Et ensuite, en quittant ce modèle, eh bien, on se retrouve avec une couche. Et la couche fait disparaître ce qu'avait quand même recréé l'urbanisme fonctionnaliste, c'est-à-dire recréer des blocs et des vides. Alors, selon l'analyse de Colin Rowe, vous savez, le noir et le blanc ont été inversés. Dans la ville traditionnelle, on a des bâtiments, si on les met noirs, par exemple, les bâtiments sont très très importants et on a des petites rues qui s'appellent des rues corridors très fines. Et puis le mouvement moderne fait l'inverse, il met le noir à la place du blanc. Donc les rues deviennent les bâtiments et les places noires, les surfaces noires sont les espaces vides. Vous connaissez cette analyse. Et là, cette histoire de rues qui s'inverse, d'espaces pleins et d'espaces vides, disparaît totalement. Donc c'est la fin de l'idée de rue corridor ou de pas rue corridor. Cette opposition n'a plus de sens. On se retrouve devant des couches, un petit peu comme un gratte-ciel horizontal, hein, des couches sur lesquelles on va pouvoir avoir des activités de toutes sortes et qui vont intégrer pratiquement l'ensemble des activités, y compris l'agriculture. Donc là, ça fait partie de ces anciens dessins aussi, les habitations, les voies de traversée, autoroutes, promenades commerciales, échanges, métro, et évidemment les habitations. On le voit aussi dans ce petit dessin, tout petit que j'avais trouvé, il n'y en a pas beaucoup, avec l'agriculture éclairée, vous voyez, à travers l'épaisseur. Hein, c'est vraiment à travers, vous voyez le soleil qui est ici, il permet de traverser cette fameuse couche qui évidemment est un problème, hein, parce que ça fait de long. Qu'est-ce qui se passe en dessous, hein, qu'est-ce qui se passe en dessous? Parce qu'il ne faut pas se faire d'idées. Enfin, moi, tout du moins, quand je connaissais Yona Friedman, moi je lui ai suggéré autre chose après, mais dans ses idées, c'était en dessous, ça devait périr. Il ne faut pas se tromper non plus. Ça périssait et les gens montaient. Notamment, ils étaient contents. Donc, juste, je ne veux pas faire la généalogie, le futur de cette affaire, mais évidemment, l'image a un poids considérable. Je le prends sur 3 personnes, les Smithson pour le projet de Koweït, avec le Mad Building, Kurokawa en 1960 avec Agricultural City, jusqu'à Le Corbusier à Venise en 1965. Donc, cette idée d'une nappe qui, finalement, l'intérêt de la nappe, c'est qu'elle règle tout. D'une certaine façon, vous n'avez plus besoin de dessiner la ville. La ville est là. C'est une trame. Vous n'avez plus de savoir. Vous savez pas si vous n'avez plus besoin de savoir si la barre, il faut la mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Ce qui est quand même le gros problème de l'architecture des années 50 quand on regarde en France les 3 millions de logements qui sont faits avec les grands ensembles. À Sarcelles, est-ce que je la mets là ou est-ce que je la mets là? C'est-à-dire la composition très académique de toute cette affaire. La couche permet finalement de faire une espèce de bain, comme ça, global, de l'ensemble des questions.
Deuxième idée, la ville sur la ville. Alors, l'expression n'est pas d'époque. C'est moi, évidemment, qui pousse. Voilà, c'est évident que... Pourquoi personne n'a pensé à parler de la ville sur la ville, hein, ça aussi, mais c'est quand même la ville sur la ville, ça date début des années 70, ça date pas des années 50. Mais évidemment, quand on voit ça, on a envie quand même de pousser un peu le truc et de dire, voilà, cette image est géniale, elle était partout, il a acheté la carte postale de la place de la Contrescarpe, et avec sa naïveté qu'il a, hein, et la naïveté qu'à l'époque, et qu'on redécouvre, qu'on adhère, enfin, les gens adhèrent de nouveau là-dessus, il a la naïveté de dire, mais pourquoi elle est vide? Je la remplis. Aujourd'hui, on dirait, non, on ne remplit pas une place. Non, voilà, il la remplit. Et il vient régler les problèmes. Et toute cette architecture que vous voyez, elle va disparaître. Tout ça, ça va disparaître. L'avantage, comme vous savez, de la mégastructure à l'enjambée, c'est l'expression de Friedman, c'est que elle ne s'oppose, elle n'attend pas la démolition, et d'une part, elle n'attend pas la démolition, et d'autre part, on n'a pas besoin de raser. Pas besoin de faire la tabula rasa, la fameuse tabula rasa de modernité. Tout reste en place et on vient simplement par des petits points qui ne feraient, soi-disant, pas de problème. On vient installer une structure qui va évidemment mettre des ombres portées terribles sur la ville existante, mais c'est pas grave, hein, de toute façon, la vraie vie va se placer maintenant à 25 mètres au-dessus du sol. Alors là aussi, le tout petit peu de genèse de cette affaire est intéressant parce que les Smithson vont rester pour tous les mégastructuralistes la référence cardinale absolument extraordinaire pour eux, et même Friedman quand il est allé en 56, il a commencé à présenter ses projets, et Alison Smithson, qui était une femme redoutable, lui est rentrée dedans. Il déteste Alison Smith. À chaque fois que je parle des Smithson, il dit, Dominique, non, j'ai rien à voir avec ces gens-là. Bon, en même temps, il a été très très marqué par ce qu'il a vu à Dubrovnik et après par le projet de Berlin. Et quand on regarde ce que font les Smithson entre le projet là, de Le Corbusier pour les îlots insalibles de 1937 et les Smithson pour Golden Lane de 1952, à la fois on peut dire c'est la même chose et puis c'est pas la même chose. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que les architectes et la théorie et les projets avancent progressivement. C'est difficile. Donc on dit c'est la même chose, ils reprennent la même chose, sauf que si on regarde de près, on voit que ça c'est pas tout à fait pareil. Que les bâtiments ils sont pas perpendiculaires, que les bâtiments ils ne sont pas achevés. Alors bien sûr on va dire mais oui mais c'est un effet pour montrer comment c'est fait à l'intérieur. Ah, toujours est-il que Le Corbusier l'a pas fait. Le Corbusier, lui, c'est impeccablement terminé. J'aurais dû mettre l'équivalent de la perspective. On voit qu'il y a même des chantiers, il y a des grues. Le bâtiment s'installe c'est à Coventry, donc bombardé très sévèrement par les Allemands. Donc il y a déjà un pays après-guerre qui a beaucoup souffert. Là on est en 1937, hein, c'est juste avant la guerre. Mais Le Corbusier prend son éponge et puis il nettoie et il vous fait la ville qu'il vous faut. Là, évidemment, les contextes n'est pas le même. Et donc, on a plutôt un bâtiment qui vient se déposer, qui essaie de prendre des continuités. Vous voyez, il se garde bien de démolir ce qui est encore debout. Ils viennent se raccrocher. On a l'impression d'être dans les années 70 avec Castro, hein, vous voyez, 80 avec Castro. Donc, on fait une espèce d'acupuncture. Le mot n'est pas d'époque, hein, mais si on voulait pousser un peu, c'est un peu ça. Donc, on a cette ville en ruine et ils essaient de rabouter à ce qui existe ici, là. On a un bâtiment qui s'installe progressivement, alors que là, il s'installe brutalement. C'est quelque chose qui vient se superposer, mais métaphoriquement, il vient se superposer à la ville existante. La ville est là, et il rajoute quelque chose. Il se superpose dans le sens romain du terme, hein, la septième ville. Donc c'est une couche de plus. On suppose, en voyant le dessin, moi j'ai passé pas mal de temps sur ce dessin, parce qu'il a beaucoup de sens, de mon point de vue. On n'a pas l'impression qu'ils ne démolissent rien. C'est déjà fait, et au contraire, ils veulent réparer. Donc c'est quelque chose qui veut travailler avec. C'est, pour moi, la première expression d'une architecture moderne qui fait la ville avec la ville. Encore une fois, l'expression n'existe pas, mais presque chez Peter Smithson. Alors, quand les Smithson font Hauptstadt Berlin en 57-58, ils ont ce fameux projet qui est arrivé troisième et qui est le seul qu'on retient et qui n'a pas été construit puisque vous savez qu'après il y a le mur de Berlin qui va se faire, et ils ont cette idée d'avoir sur cette ville qui est déjà entièrement en ruine
80% en ruine, il dit on ne va pas commencer à... Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc ils ont cette magnifique idée de faire des passerelles piétonnes, comme ça, qui vont d'une manière arachnéenne déposer au-dessus, cette fois-ci, pas métaphoriquement, mais au-dessus, on est 5 ans plus tard de Golden Lane, au-dessus de la ville, ils viennent mettre cette résille de piétonne qui permet aux gens de traverser tout le centre de Berlin et de descendre à des moments opportuns avec des ascenseurs, des escalators sur des bâtiments particuliers. Ce n'est qu'une passerelle, mais évidemment elle est extrêmement intéressante, très belle, irrégulière, hein, donc elle sera reprise par Compton, par une partie des gens d'Archigramme qui vont reprendre cette idée d'un réseau, d'une résille. Et cette image fascine absolument tous les architectes à partir de cette année-là, pendant toutes les années 60. Ça reste l'image, je ne sais pas si ça vous parle, vous, mais je peux vous dire qu'elle a beaucoup, beaucoup marqué, y compris John Friedman, qui est arrivé à se faire inviter en 56 à Dubrovnik, le fameux Dubrovnik, et il arrive avec son projet. Toujours est-il qu'après, il rentre à Paris, et voilà ce qu'il produit, hein, que j'ai trouvé dans ses archives. J'espère qu'il ne cache pas ses archives, parce que c'est ça qu'il faut montrer, c'est-à-dire, en gestation, ce qu'il a retenu, c'est bien l'idée vous voyez, il n'est pas encore dans les résilles, il est pareillement, comme les Smithson, à faire un réseau au-dessus de la ville existante, sauf que, bien sûr, le changement énorme, mais encore une fois, rien ne se fait sans rien, c'est que là, on n'est plus dans de la passerelle, on est dans de l'habitation même. Donc il a récupéré l'irrégularité pittoresque du réseau des Smithson, qui vient superposer sur un des quartiers de Paris, parce que c'est à Bercy, on le voit dans ce que vous voyez ici, au-dessus de Bercy, et on a en un an, ça date de 58 ça, on a en un an une interprétation extraordinairement intelligente d'un projet fascinant, et que tout de suite il réinterprète par rapport à la superposition, et en même temps en changeant complètement le sens, parce que les Smithson n'avaient pas pensé du tout à faire ça. Pour eux, la construction, ce n'était qu'une passerelle. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir comment ils passent d'un sujet à l'autre. Alors, le projet de Tunis, donc répondant en faisant une espèce de contre-proposition au concours qui était lancé, qui va être gagné par un Grand Prix de Rome, d'ailleurs, Kakoub, à Tunis par Bourguiba, c'était de faire, comme ils veulent tous avoir, leurs Champs-Élysées. Bon. Il voulait faire la Champs-Élysées qui traversait la Médina. Bon. Donc lui, il arrive, voilà, à l'horreur. Moi, j'ai la solution qu'il a depuis tout le temps. C'est toujours la même. Hop, il passe par-dessus. J'ai pas amené la coupe parce que je peux pas tout montrer, mais j'aime beaucoup ce dessin, malgré sa mauvaise qualité, parce qu'on voit bien que là, ça y est, il tient quelque chose. Il a son idée, qu'il lâchera plus. C'est-à-dire, même s'il va refaire des ponts après, etc., il a l'idée de cette couche, comme ça, qui vient se superposer. En plus, chance pour lui, il est dans un tissu éminemment, local, et donc il vient comme ça proposer à Bourguiba une magnifique artère, tout en démolissant rien, tout en intégrant toute l'architecture qu'il retrouve. Donc cet urbanisme en couche, c'est un urbanisme intégratif, hein, qui permet de se superposer à la ville existante, de rien jeter, tout du moins dans un premier temps, de rien jeter, de tout de suite mettre en œuvre la structure sans attendre une démolition. Et on voit comment, chez les métabolistes japonais, ici Isosaki, avec cluster in the air, très très belle expression, hein, ils prennent le cluster des Smithson et in the air, ils le mettent dans l'air. Hein, là aussi, les Smithson, ils ont été complètement débordés par leur concept. Ils étaient dans le cluster avec les gens, avec les relations, dans un urbanisme relationnel très sophistiqué. Et les Japonais, ils arrivent, cluster, très bon pour nous, hop, prennent le cluster et ils le mettent à 50 mètres d'altitude. Hein. Et parce qu'entre-temps, ils ont vu aussi Friedman. Enfin bon, les Japonais, ils sont terribles. Hein. Il y a tout un truc à faire sur eux. Bon. Toujours est-il une efficacité redoutable et ils vous proposent cette cluster. Bon, j'ai pas le temps de... Mais c'est un peu... Ce que j'aime bien dans la maquette, là, qui dit vraiment la vérité, c'est ça. C'est-à-dire, c'est les ombres que ça porte, qui fait qu'en dessous, c'est totalement invivable. Et ça annonce évidemment la fin de ce qu'il y a en dessous. Et on voit bien comment cette mégastructure, mégastructure, comme ça, enjambe absolument sans état d'âme cette ville existante. On voit aussi, le parallèle avec Constant est intéressant parce que, évidemment, Yona Friedman, avec sa naïveté et son immédiateté et son intelligence, il sent les choses, quoi. Et en même temps, il va simplement, il a toujours ses cartes postales, hein, donc, Los Angeles, Freeway, pas de problème. Hop,
passe par-dessus, tout simplement. Et donc, voilà, et basta, quoi, on va le faire, d'accord? On ne se pose pas le problème. On fait avec la société américaine, pas de problème, avec la société américaine. Il a gardé, fondamentalement, c'est un moderniste. C'est-à-dire, quel que soit le site, il fait la même architecture. Ils ne seront peut-être pas trop d'accord si je dis ça, mais quand même, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il est à Venise ou à Los Angeles, c'est toujours la même architecture. Mais il va me dire, mais non, c'est pas une architecture, c'est qu'une structure. Bien sûr, et comme ça, il s'en sort. Mais toujours est-il qu'on a quand même toujours le même procédé. Alors que, si on regarde avec Constant, comme vous savez, Constant, c'est beaucoup plus compliqué, parce que lui, il a appliqué plutôt la méthode de Le Corbusier, c'est-à-dire c'est la ville de la révolution. Enfin, il faut faire la révolution pour avoir ma ville. Et donc, en dessous, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de garder une superposition. La superposition chez Constant, elle est dramatique, c'est-à-dire que tout le monde monte, mais par contre, pour s'éclater complètement, hein, là, le sexe, il est très très présent, alors que chez Friedman, il n'y a jamais personne de dénudé. De toute façon, il fait des fils. Des fils, hein. Parce que la question de la nudité est très importante dans toutes ces histoires, dès que c'est climatisé. Alors qu'il y a des jeux érotiques, évidemment, dans la ville de Friedman, dans la ville de Constant. Elles sont très différentes. Donc cette idée de ville sur la ville, bon, j'ai juste ramené quand même, pour vous ramener un peu l'histoire, que 1975, College City de Colin Rowe, qui évidemment, lui, va vraiment, sans rapport et pensant être opposé d'ailleurs à toute la mégastructure qui vient de finir, amène cette idée de la ville qui se colle et qui travaille avec. Mais j'aime assez penser, et j'aime assez pousser l'idée que cette idée de la ville collage, elle naît quelque part, conceptuellement, elle naît quelque part dans ces travaux qui sont faits pendant les années 60 à l'opposé de la modernité, pour être contre le moderne, contre le modernisme et la tabula rasa, cette idée que la mégastructure, en fait, elle travaille la ville sur la ville. Hein, même si, évidemment, il faudrait beaucoup développer la différence, mais il y a quelque chose qui est en commun. Bon, là, j'avais amené nos deux héros nationaux français, Bernard Huette et Antoine Grumbach, mais je n'ai pas le temps de développer leur interprétation de la ville collage. Voilà. Troisième ville, la ville intérieure. Ce que crée Yona Friedman et les autres, mais un dessin comme ça, aussi rudimentaire soit-il, dit beaucoup, c'est l'idée qui sera vraiment une idée forte d'Archizoom d'ailleurs, c'est l'idée que la ville c'est un intérieur. Si la ville est un intérieur, ça veut dire qu'elle n'est pas un extérieur. Et ça, Friedman l'a dit avant Archizoom. Archizoom a dit la ville n'a plus de façade. Ben oui, mais Friedman a dit la ville, c'est un aménagement de meubles. Ce que va réaliser Archizoom par la suite. Et une perspective comme ça est intéressante parce qu'elle montre aussi que cette ville, elle est infinie. Elle a son point de perspective comme ça, et donc toute la ville est contenue dedans, et le fait qu'elle est la façon dont vont être faites les façades, c'est-à-dire les façades des bâtiments, mais il n'y a plus de bâtiments, mais quand même, par exemple, il y a des vues de Constant où il a essayé quand même de représenter la ville à l'extérieur. C'est vraiment pas le problème de Yona Friedman. Et bien pourquoi? Parce qu'évidemment, tout est l'intérieur. Et l'intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est la vie. C'est la vie qui va pouvoir se passer à l'intérieur. Et cette image de ville intérieure, elle est très importante, ce concept de ville intérieure. Encore une fois, il n'emploie pas le mot de ville intérieure. C'est Archizoom qui parlera de paysage. Paysage interne. Alors j'avais demandé la traduction en italien, est-ce qu'on dit interne ou intérieur? C'est intérieur, interne. C'était intérieur. Paysage intérieur. Alors évidemment, Archizoom, toujours très conceptuel, mais plus tard. C'est quand même, quand ils font paysage interne, c'est plutôt 70 que 69, donc on est déjà presque 10 ans après. Donc 10 ans, c'est énorme dans cette période où il y a eu tellement de choses. Mais donc il n'emploie pas le mot de ville intérieure, mais il fait ces dessins qui montrent bien que la ville, eh bien, c'est un aménagement, effectivement, très ordonné, comme si on était déjà un peu chez soi. Ce sont des meubles, c'est une ambiance, c'est un environnement. C'est ça plutôt que des façades et des rues et des bâtiments. Et ça me semble être une idée très forte pour comprendre notre ville d'aujourd'hui. Ici, un petit peu moins intéressant, mais quand même, parce qu'il y a ça se passe à Monaco, bon, on traverse évidemment, comme toujours, et on a ces personnages avec, vous voyez, l'architecture. Ce qui m'avait intéressé là, je me balade d'abord que j'ai un truc. Voilà, ici, vous voyez ça.
C'est très intéressant parce que ça montre une Casbah. Il y a toujours une Casbah tridimensionnelle chez Yona Friedman. Un petit escalier là. C'est-à-dire qu'on recrée à l'intérieur un univers en soi, qui peut être climatisé ou pas d'ailleurs. Là, on n'a pas besoin d'être climatisé. Et puis on a la petite diagonale qui passe pour rappeler quand même qu'on est dans le spatial, alors que vous voyez qu'il n'y a aucune tridimensionnalité là-dedans. On est bien dans une fausse tridimensionnalité. Et on a bien ce sentiment d'être à l'intérieur d'une structure. Sur la question de la climatisation, en fait, j'avais interrogé il y a très longtemps Yona Friedman. Et la seule chose qui m'avait sorti, c'était ça, parce qu'en fait, Yona Friedman n'était pas du tout intéressé par la technique. Il se disait, à juste titre certainement d'ailleurs, qu'il y aurait toujours un ingénieur pour lui régler les problèmes. Sauf que, en même temps, vous avez intérêt à avoir un Cédric Price ou quelqu'un de très très bon avec vous pour arriver à faire l'architecture de Yona Friedman. Mais bon, on va passer là-dessus. Quelqu'un qui a beaucoup plus travaillé là-dessus, c'est Schultz Phillips, avec son Climate Control en 1960, où il avait imaginé les 4 échelles, les habits du corps qui sont la première échelle, la maison, etc. Et puis la ville. Il avait beaucoup travaillé sur les différentes façons de climatiser l'ensemble de la ville. Mais ce que je retiens, donc j'ai que ça comme image de Yona Friedman, mais j'ai peut-être pas fait toutes les archives forcément. Donc ils sont particulièrement maladroites. Il n'était pas à l'aise avec ça. Il n'a pas beaucoup décrit là-dessus, mais néanmoins. C'est pourquoi il n'a pas développé les scénarios qu'on trouve chez Constant ou d'autres sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur une fois quand tout est climatisé, comme fera bien sûr Archizoom et les autres. Mais on a quand même cette préoccupation de penser cette couche cette multicouche comme une espèce d'entité climatique qui va permettre de se libérer du climat et donc de pouvoir faire ce qu'on veut à l'intérieur. Donc évidemment, les parallèles sont évidents. Ce dessin m'a beaucoup occupé, cette vue de la Nouvelle Babylone de Constant, le groupe des secteurs que je mets en parallèle avec ici le Stop City, parce que qui est même plus beau d'une certaine façon. 59, il y a quand même 10 ans entre les deux. Hein, parce que ici, vous voyez bien que c'est ça la ville. C'est-à-dire, on est complètement dans un liquide. Alors, bien sûr, il n'emploie pas le mot liquide. Encore une fois, c'est Archizoom qui parlera de liquéfaction de l'architecture, mais on est quand même dans une ambiance extraordinaire où les bâtiments, il n'y a plus de bâtiments, on n'est pas encore tout à fait dans les meubles d'Archizoom qui se baladent sur des petites roulettes, avec les WC qui se baladent aussi de temps en temps, avec des ascenseurs, mais on a quand même ces traits roses que vous voyez. Comment les interpréter comme des espèces de petits cheminements électriques tout est ouvert dans l'interprétation, et surtout on a l'impression que tout ça, ça va se mettre à bouger dans je ne sais quel sens, que là il y a effectivement des WC, peut-être une chambre, un lit qui se balade, donc on est déjà exactement dès 59, 60 on va dire, aussi bien chez Constant que chez Yona Friedman, on a l'idée de cette couche d'atmosphère, cette couche d'ambiance, dans lequel finalement l'architecture, avec tout ce que ça comporte aussi comme dimension disciplinaire, a totalement explosé pour se retrouver dans un bain d'ambiance dans laquelle surtout vous allez pouvoir faire absolument tout ce que vous voulez. Et alors là, j'avais demandé ça aussi à Yona Friedman, il a fait une seule fois ça. Et je vois, c'est pour ça que ça m'intéressait, ce que m'a envoyé Cédric tout à l'heure, Cyril, il revient à ça. Et je lui avais dit combien c'était intéressant pour moi cette idée. Il m'a dit ah bon, je dis oui, mais c'est très intéressant parce que il a imaginé. Et ça, c'est assez intéressant. Il a imaginé la fin du projet sur lequel il travaillait. C'est ça qui est très fort chez Friedman. C'est-à-dire qu'avec son habileté à caricaturer très justement les dessins, la situation, la ville d'aujourd'hui, dans les années 50, à peu près aujourd'hui, ça n'a pas trop changé. Donc vous êtes dans des HLM, il y a de la fumée, il y a des hélicoptères, on ne sait pas trop pourquoi. Tout le monde est devant sa télé complètement abruti. Dans les années 50, tout le monde n'a pas la télé, mais enfin, il y a des voitures partout, l'usine est là à côté, on sent que c'est l'horreur. Deuxième étape, la mégastructure. On est heureux, hein. Tout le monde est vachement content. Il y a du soleil, le soleil est revenu. Il y a plein de cases vides pour pouvoir bouger. La ville est mobile, donc vous pouvez passer de là à l'autre. Vous êtes toujours devant votre télévision. Il y a moins de voitures. Et puis il y a un peu d'arbres qu'il n'y avait pas au-dessus. Et troisième étape, c'est évidemment celle-ci qui est intéressante, mais sur laquelle il a très peu fait. Il a fait que cette image. Il a fait un petit texte. Il prévoit. Alors, Klein avait fait aussi. C'était à l'époque des rideaux d'air chaud, des rideaux d'air froid. On pensait qu'on allait pouvoir climatiser, non pas la ville climatisée, mais climatiser l'ensemble de la Terre.
avec des rayons, avec chez Klein il y a tout un système au sol. Je sais pas, j'aurais dû amener l'image, mais enfin vous la connaissez peut-être, avec des machins qui travaillent, voilà, qui font de l'air conditionné, qui font des trucs, quoi, qui sont aussi hauts que ça. Et ici on a un rideau climatique, hein, donc, et avec des antennes, très important. C'est-à-dire que le bâtiment a été remplacé par l'antenne, et donc l'architecture, la mégastructure, la structure a été remplacée par des antennes, c'est-à-dire de l'énergie, du réseau. Et on voit bien ces deux flèches, hein, là on voit bien que le rideau fait front pour opposer le chaud et ça c'est pas le C, hein, c'est la BC, le chaud ou le froid ou n'importe, le froid et le chaud avec le soleil. Et ici, donc puisque là il y a toujours des câbles partout, tout ça c'est hyper branché de tous les côtés. Enfin, c'est ça joli, hein, attention. Hein. Mais il a prévu toutes les 100 km des batteries quand même pour alimenter ce espèce de réseau mondial, mais il ne le dit pas. C'est une idée qu'il a eue comme ça, mais qu'il a publiée quand même en 1960. Et on a évidemment, ce qui m'intéressait, c'est par rapport au devenir de tout ça, même si je ne dis pas du tout, je pense que Archigram et Archizoom n'avaient pas forcément du tout vu ce dessin, très confidentiel. On voit les personnages, ils sont toujours dans leur télévision, mais ils sont sur l'herbe, et il y en a même un qui fait rien, en plus, hein, il est allongé. Et je l'ai mis en parallèle avec le dessin de Freauto, là aussi, petite image comme ça, à la fin de la douzaine qu'il a faite, où il dit, un jour, Freauto, vous voyez qui est Freauto, un jour, mais il l'a dit qu'une fois, hein, c'est une phrase, encore une fois, il l'a dit, hein, je m'appuie sur ce qu'il dit, un jour nous n'aurons plus besoin de matériaux de construction. Donc là aussi un ingénieur qui, évidemment l'ingénieur ça ne pense qu'à une chose, c'est diminuer le poids de son bâtiment, mais là il dit un jour on n'aura plus besoin de matériaux de construction. Pourquoi ? Parce que, comme vous le voyez ici, eh bien, il y a des ondes qui viennent, des énergies qui viennent et qui chauffent le bonhomme. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans cette image, c'est qu'elle n'avait rien de science-fictionnel. C'est ça qui est très fort dans ce dessin, c'est que c'est un bonhomme, il est dans son séjour, avec son canapé tout bête, vous voyez, rien de particulier, sauf que il a des oiseaux sur son canapé, il a des plantes, et bip 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 bip, ça, il a la petite antenne qui lui permet de capter des ondes, qui lui permettent d'avoir ces... Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la situation actuelle, mais on y vient. Tout du moins, c'est une utopie qui revient, ça, cette idée qu'après a développé magnifiquement Archigram, mais on y est. Alors, justement, je me souvenais plus que j'avais mis, voilà. Laoun, bon, j'ai pas le temps de développer Laoun, magnifique projet d'Archigram, fin des années 60, 68, 69. Là, je vous montre une image un peu finale. Qu'est-ce que c'est que cette architecture a complètement disparu. Il ne reste que les câbles, il ne reste que l'énergie, il ne reste que les points de branchement. Et on voit qu'est-ce qui reste des gens. C'est-à-dire des couples qui, même, vous voyez, on le voit dans l'image qui est au-dessus, là-haut, tout ça, c'est très chaste, hein, c'est pas constant. Hein. Vous voyez, pour s'embrasser, ils ont dû appuyer sur un bouton qui a développé une petite enveloppe qui leur permet de s'embrasser sans être vus directement. C'est quand même assez raffiné, je trouve. Hein. Mais sinon, vous avez la cafetière qui peut, vous voyez, chauffer, l'électricité. Bon, en fait, on fait de l'amour, pas la guerre. Bon, vous voyez l'ambiance. Et puis, bien sûr, la même idée, mais autrement plus radicale. Et mais je ne peux pas développer. Le super studio avec la super surface, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un système dissimulé. En fait, ça, c'est le système Laoun, c'est l'extrémisation du rock plug log plug de Archigram. Il y a des faux rochers, des faux machins. Là, c'est pas faux, c'est au contraire, c'est vraiment cette surface entièrement branchée, hein, sur laquelle les hommes, les individus ont eux-mêmes été transformés biologiquement. Hein, ils ont été, on leur a mis des choses, là, des petites puces, hein, et qui leur permet, pareil, de se passer d'architecture, cette architecture qui a disparu. Donc, par rapport à Friedman, moi je l'ai mis dans la série. Hein, je veux dire, tout ça, ça a été mûri, encore une fois, par une même. Je dis pas qu'ils ont regardé Friedman, ils ont copié. C'est pas du tout ça que je dis. Hein. Je dis que c'est cette idée que pour venir à bout de cette architecture moderne, on vient à bout de l'architecture elle-même. C'est comme Hollein quand il fait la pilule architecturale. Hein. C'est la même chose. Oui, je mettais en parallèle avec là le projet de la plage vue par Archigram en 69 pour le projet de Monte Carlo. Vous savez, tout ça, ça émerge dans la journée et le soir, tout rentre en terre
tout disparaît et la végétation revient. Je vous rappelle que c'est un projet qui a été gagné, le seul qu'ils ont gagné, qui malheureusement n'a pas été construit. Et mon hypothèse, c'est que s'il n'a pas été construit, c'est parce que justement tout disparaissait. Et qu'avant de mettre des millions dans un projet, à mon avis, à Monte-Carlo, ils ont dû se dire c'est quoi ça? Donc bon, et ça fait l'objet d'un autre débat. Et je le mettais en parallèle, bien sûr, facile, mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui est en train de modifier complètement nos villes, avec Paris-Plage et Paris-Berlin, et Berlin-Plage. Je ne sais pas s'ils disent ça, les Berlinois. Berlin-Plage, qui est autrement encore plus, je trouvais beaucoup plus démonstratif finalement que Paris-Plage. On est un peu mesquin au bord de la Seine avec votre sable, etc. Eux, c'est bon, ils amènent du sable aussi, mais dès qu'il fait beau, ils ont aménagé toutes les berges. La ville est devenue vraiment à la fois un intérieur, à la fois une plage, quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que représentait l'idée de ville. Et donc cette idée de ville intérieure et d'ambiance est puissante ici. Et puis la ville interactive, je ne mets pas d'image. Parce que pour signifier que les mégastructuralistes, Constant, pour prendre les trois qui m'importent, Constant, Friedman et Karlsruhe-Feliz, ils ont un langage très... ils utilisent beaucoup de termes, dès les années 60, empruntés à la fois à la robotique et alors on n'emploie pas le mot... j'ai plus les mots qu'ils emploient. Tout ce qui a rapport à l'ordinateur. Je me souviens plus. Non, pas cybernétique. Non, enfin, il y a cybernétique, mais les mots ne sont pas encore constitués en plus dans la langue française. Mais tout d'un coup, je l'ai mis dans mon livre, mais je ne me souviens plus. J'ai plus ce vocabulaire un peu daté, mais qui est l'ordinateur. En fait, c'est tout ce qui a rapport avec l'ordinateur. Ils ne sont pas encore sur Internet, mais ils sont sur l'ordinateur. Et ils ont très bien, bizarrement, ils ont très bien vu. Bon, il faut voir qu'à l'époque, un ordinateur, c'est la moitié de la pièce, comme vous savez. Ils ont très bien vu que l'ordinateur, c'était ce qui allait permettre de gérer la complexité de la vie qu'ils imaginaient dans leur infrastructure. C'est assez intéressant, mais ils disent, bah oui, et c'est Schulfeliz qui le dit très clairement, la vie sera, comment dire, la changeabilité, enfin, il n'emploie pas ce mot-là, j'exagère, ça c'est archi grave, mais disons, le changement dans la ville pourra être réglé grâce aux ordinateurs. Donc ils ont vu la capacité de l'ordinateur à régler la complexité. Parce que si chacun veut bouger, moi je veux aller là, mais lui aussi veut aller là, comment on fait? Donc l'ordinateur arrive et ils ont vu ça. Donc déjà je trouvais ça intéressant. Mais, tout du moins, ils vont pas arriver à le représenter. Il y a un défaut de... c'est pas leur époque. Il va falloir attendre Archigram, donc vous connaissez la première image, Archigram, magnifique, 1964, Dennis Crompton, sort Computer City, Metropolis with Electronic Changeability, etc., qui est la première image d'une idée qui est dans l'air. Enfin, ils n'ont pas du tout inventé ça. Mais c'est eux qui disent, ben voilà, il y a trois réseaux là qui se superposent, ils vont capter toute l'information dont vous avez besoin. Vous avez des amis ce soir qui viennent, il vous faut 20 mètres carrés de plus, pas de problème. Et tout ça, c'est débité. C'est celle-là que je voulais qu'on publie. Ils n'ont pas été capables de me la trouver, avec les droits qui allaient avec. Bon, donc on a publié celle qu'ils ont refaite, qui est beaucoup moins intéressante. C'est celle-ci qui est intéressante, qui dit, à 23h55, monsieur machin, il a besoin d'une cocotte minute, ou je sais pas quoi, enfin bref. Et la ville capte. C'est-à-dire que la ville est en contact immédiat avec les besoins de la population, le rêve des urbanistes. Et un jour, Dennis Crompton me dit, en fait, Computer City, c'est l'ombre de Plugging City. Très très belle, j'avais pas pensé à ça. C'est-à-dire que Plugging City, j'ai pas ramené Plugging City, non, je l'ai pas ramené. Plugging City, vous connaissez de Peter Cook, c'est une méga structure quand même. C'est une structure, elle a plein de possibilités, mais elle est en 62, elle est un peu avant. Et lui, il vient introduire dans Computer City cette infrastructure logicielle, computationnelle, qui va permettre à Plugging City de marcher comme une Computer City. Donc ça vient compléter. À la fois, elle vient compléter, et en même temps, vous pouvez la lire comme une ville qui va pouvoir se mettre partout. Là, on est peut-être dans la Computer City. Donc là aussi, ils ont 20 ans d'avance, bien sûr, sur ce qui va se faire. Alors, par rapport à Friedman, j'ai ressorti ce dessin que j'avais publié il y a longtemps, mais je n'avais pas fait j'ai pas beaucoup travaillé dessus. En préparant la conférence, là, je l'ai ressorti pour la montrer en grand, parce que parfois, il faut projeter. Chez moi, j'ai pas ça. Donc, je me dis, tiens, je vais la projeter. Et en fait, il y a toujours une dimension scientiste chez Friedman, essayer d'apporter la science et l'ingénieur pour faire le maximum pour la population. Plus ce sera performant et plus ce sera bien pour le peuple, pour la démocratie,
participative à laquelle il tient beaucoup. Et donc il est au courant, il est toujours au courant, les architectes sont toujours au courant de ce qui se passe du côté de la science, donc il est au courant du langage binaire de l'informatique, donc il met ses 1, 0, 0, 1, bon, je ne connais pas, si quelqu'un peut me dire si ça a un sens, je veux bien. Bon, alors il émet, bon, voilà, et puis après, c'est toujours un peu naïf, Goals and Movements of Mr. X, Goals and Movement of Mr. Y, donc il simule comme ça une entrée dans un ordinateur des besoins totalement individualistes, parce qu'il a aussi toute une vision très individualiste de la société. Friedman, il s'est très bien expliqué là-dessus. Et après, il va reprendre l'idée d'une tridimensionnalité. Il va essayer de spatialiser ça avec quelque chose qui ressemble un petit peu quand même à des organigrammes chimiques. Enfin, moi, je le vois comme ça, avec des boules, vous voyez, comme on faisait à l'école, vous savez, un peu trop compliqué. Bon, il met ça fait du trois-dimensionnel. Et là où j'avais toujours trouvé qu'il était vraiment très très juste quand même par rapport à ça, il n'a pas vu ça. Domicile, work, shopping, il rajoute quand même le shopping. Domicile, work, shopping and leisure. C'est-à-dire qu'il reprend des fonctions du modernisme. Hein, et pourquoi on aurait besoin que de ces quatre-là qui pourraient rentrer dans l'ordinateur. Et voilà comment, c'est un début de représentation de ce qu'il avait déjà réfléchi dès le début des années 60, comment l'ordinateur allait pouvoir gérer cette fameuse complexité. Et puis il arrive bien sûr au projet que vous connaissez, Flatwriter, qu'il a exposé à Osaka, au Japon, qui en fait est une simple, c'était relativement simple, c'était une machine à écrire, en gros un peu perfectionnée, et on voit bien les paramètres, situation dans la ville, l'orientation, la configuration, non, c'est marqué, la configuration, et puis ensuite les formes, les shapes, on s'est moqué Rainer Banham, hein, il a dit, bah disons, si c'est tout ça pour aboutir à ça, c'était pas la peine. Hein. Donc un carré, un machin, bon, vraiment c'est des bouts. Mais bon, lui, c'était au moins, il amenait un objet, c'était ça aussi qui était intéressant. Il se contentait pas de faire des projets, il a amené sa machine, je sais pas comment ça marchait, mais enfin, il a amené ça. Évidemment, quand on compare avec ce qu'a fait Isosaki, la Computer Aided City de 1971, à la japonaise, hein, tout était là, ça fonctionnait dans tous les sens. Mais bon, évidemment, on voit bien entre Friedman et les Japonais, il y a toujours cet écart extraordinaire. Mais dans sa naïveté, il y a l'opérationnalité, bizarrement, et c'est comme ça qu'il a dû. Alors, je suis presque à la fin, Cyril. Je suis presque fini. Juste, j'essaye d'aller vite. J'ai toujours été très intéressée, et à la fois, oui, c'est intéressant de faire le parallèle avec Surf City, c'est un workshop, une sorte de workshop qui a été fait au Bauhaus en 2003. Je ne sais pas pourquoi j'avais acheté le bouquin. Et c'était intéressant parce que c'était tellement rétrograde par rapport à tout ce que j'avais étudié. Ici, on a des étudiants qui travaillent à une Serve City, c'est-à-dire, en fait, Computer City, c'est une ville entièrement desservie par ordinateur, par informatique, par tout ce que vous voulez, des ondes, des machins, tout ce que je vous ai raconté. Mais en 2000, donc avec une faisabilité immédiate et possible. Et qu'est-ce qu'ils font les architectes dans une école d'architecture? Ils nous refont du design, ils carènent. C'est-à-dire que c'est l'inverse de la vache. L'inverse de la vache. C'est-à-dire que, voilà, de nouveau, on se retrouve presque avec des formes des années 50 d'ailleurs, c'est assez étrange, assez étonnant. Comment l'architecte, finalement, une fois qu'il a dépassé ça, parce qu'une fois que vous avez fait les vaches, vous êtes au chômage, c'est ce qui est arrivé à tous ces gens-là. Je veux dire, on attend que les architectes fassent des bâtiments, finalement. Eux, donc, du coup, ils réinvestissent la Serve City dans du carénage designé, en fait, ce que est devenu l'architecture. Et je le comparais aussi au Rockplug d'Archigram, parce qu'Archigram, quand même, il est arrivé à produire ça en 68, hein, c'est-à-dire la dissimulation totale et l'imitation même totale de l'architecture. David Green, que j'avais rencontré, me disait que... Non, Peter Cook m'avait dit, et à l'époque, j'avais pas vu, parce que je voyais rien. À l'époque, je voyais rien, je voyais pas le projet. Je voyais ça, je dis, bon, voilà. C'est Peter Cook qui m'a dit, Rockplug, c'est notre projet le plus intéressant. Oh, putain, est-ce que j'ai raté quelque chose là? Je me disais, bien sûr, c'est pour ça qu'Archigram, il faut utiliser 10 ans Archigram, sinon on n'a rien compris. Et effectivement, Rockplug, c'est-à-dire que tout ça, c'est faux. Hein, tout ça, c'est du faux. Ça a été peint avec des produits pour que la vraie mousse pousse sur des faux rochers, etc., etc. Tout fait pour dissimuler toute la technologie qui est complètement intégrée dans le territoire. Donc on est vraiment très loin de ça. Et puis aussi, pareil, ce que j'appelle, moi, le pêcheur branché, le plaisir
le plaisir du pêcheur. La pêche, j'ai jamais compris, c'est une histoire d'hommes. Ils attendent pendant des heures un petit poisson comme ça. Bon, disons que voilà, il doit quand même s'embêter. La preuve, c'est qu'il peut regarder le foot, et pendant ce temps-là, le poisson, il attend. Et il a pu surtout le faire dans un endroit où il a pu mettre une prise en attendant de son poisson. Et il est très satisfait. Et à côté, on a ça, je sais pas, je trouve que retourne quand même aux années 50. Je pense que là, il y a un décalage, parce que je pense que la société aujourd'hui, c'est ça qu'elle veut réaliser, non pas ça. Mais bon. Alors, je reviens sur ma question de départ. J'ai deux hypothèses sur ce retour de Yona Friedman. C'est que la première fois quand j'avais à Bordeaux en 2008, j'avais introduit la conférence, l'exposition, une grosse exposition importante de Yona Friedman à Bordeaux. Et j'avais fait cette conférence qui n'avait pas duré longtemps, moins d'une heure. Et en fait, j'avais l'impression que les gens n'étaient pas trop intéressés par ce que je disais. Je sentais. Parce que moi, j'étais venue parler comme aujourd'hui. C'est-à-dire m'adressant, comprendre intellectuellement le projet, le resituer dans son histoire, dans sa généalogie, avec un certain recul, essayant, avec toute la sympathie que j'ai, qui est grande pour Yona. Et eux, Yona était dans la salle, et eux, en fait, ils n'avaient rien à faire. Je sentais qu'il y avait, voire même, ils me trouvaient impertinente. J'ai senti, je me demande même s'il n'y a pas quelqu'un qui me l'a dit. Ils étaient là pour autre chose. Ils étaient là pour écouter Yona Friedman. Ils étaient là pour participer au rêve. Ils étaient là pour retrouver l'utopie, pour retrouver ce grand rêve que porte en lui et qui portait en lui Yona et qui avait été oublié. Et ils étaient là pour... bien sûr, ils étaient là parce qu'il y avait une introduction, donc ils venaient, mais ils n'avaient pas envie d'entendre la critique. Ils n'avaient pas envie d'entendre la recontextualisation. Ils n'avaient pas envie d'entendre la compréhension. C'était un grand public. Je fais ce que je peux. Je ne peux pas non plus faire autre chose que j'avais envie de faire. Mais ça ne les intéressait pas. Et ça m'a quand même intéressé, beaucoup intéressé. Bon, j'étais un peu meurtrie, non, pas trop quand même, mais un peu meurtrie. Je me suis dit, quand même, j'ai pas eu de succès là sur ce coup. Puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est très intéressant. C'est parce que eux, ils veulent revivre ce que leur promet Yona Friedman. Et donc, ils y croient de nouveau. Ils croient de nouveau à tous ces projets que Yona n'est jamais arrivé à construire. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose à réfléchir par rapport à... C'est sur quoi je travaille aujourd'hui, bien sûr, sur ce retour du futur. Mais je pense qu'il y a ça. Et d'une certaine façon, j'avais l'impression que les gens qui étaient là lisaient les projets de Yona Friedman comme s'ils avaient été pensés et dessinés par Super Studio. Ou Arkizoom, mais plutôt Super Studio, c'est plus drôle quand même. C'est-à-dire, parce que ce qu'a fait Arkizoom et Super Studio, c'est de transformer le projet en narration. Contre-utopique, bien sûr, mais le plus important, c'est que c'est surtout le projet est transformé, non plus en fonction de je sais pas quoi. C'est une narration, c'est que la vie est un roman et l'architecture est un roman. Et en fait, ils lisaient les projets de Yona comme ce roman qu'ils n'avaient pas écrit. Et finalement, alors j'amène ça à Constant en 69, parce que là aussi, bon, bien sûr, ça montre scènes de viol, scènes de meurtre, scènes d'érotisme, etc. J'ai aussi toujours été intéressée par ces dernières images. En 69, Constant, il n'intéresse plus personne. Lui aussi, ça fait partie des retrouvées des années 90. Et il va faire des scénarios. Il va raconter des choses dans sa ville. Ça se passe très mal, apparemment. Il ne vaut mieux pas aller vite dans la Nouvelle Babylone. Ça se passe très mal, mais il y a une espèce de roman qui est raconté là-dessus, qui est assez intéressant. Et puis la deuxième idée, c'est que c'est ça, je l'avais vu quand j'étais à Budapest. J'avais fait aussi une conférence là-bas. Il y avait des jeunes architectes français qui étaient là. Pour eux, Friedman, c'était l'idole. Je dis, ah bon? Et ça vous gêne pas que... Ah non, mais pardon, mais tu te rends pas compte de ce qu'il a fait. Alors j'étais là, moi j'avais eu toujours vachement de recul. Encore une fois, un recul distancié, critique, machin. Et eux, ils étaient à fond. Et je vois même les étudiants en architecture aujourd'hui, ils veulent refaire du Friedman. Je leur dis, mais ça vous gêne pas qu'il ne l'ait pas réalisé? Ah mais ça ne les gêne pas du tout. Ah mais non, mais ils repartent sur le rêve. Ils repartent dessus. Et alors ça, c'est le côté architecte. Mais au niveau du grand public, il y a quelque chose qui plaît beaucoup. C'est que Yona Friedman, bien sûr, il donnait tout à la participation. C'était un urbanisme démocratique à l'écoute de chacun. Cette ville qui allait être faite par chacun. Quand on sait aujourd'hui le poids, il suffit de travailler dans les villes, pour voir aujourd'hui le poids qu'a pris la participation. Pas dans le sens de Lucien Cros, là, attention, la vraie.
pas l'architecturer. C'est-à-dire qu'il faut, le moindre projet, il faut aller consulter le comité des sages. Toutes les villes, enfin en France, je ne sais pas ici, mais en France maintenant il y a des comités des sages. Alors, si vous ne pouvez pas ouvrir la bouche si le comité des sages n'a pas dit que ça allait. Ensuite il faut rencontrer les aveugles, ensuite il faut rencontrer les femmes, ensuite ils vont les machins. Tout le monde doit donner son avis sur le projet. C'est un casse-tête épouvantable, c'est l'horreur. Pour moi c'est l'horreur la participation, je le dis tout de suite. Mais, et cette participation, les gens, le public est très attaché à ça. C'est-à-dire que c'est mettre en défaut, à l'écart, ou compléter très sérieusement la parole des experts. Et cette dimension participative du public et de la société civile dans la fabrication de la ville, elle est, en plus aujourd'hui avec les outils numériques, elle est absolument capitale et majeure. Et Yona Friedman, je sors exprès ce dessin très beau de Yona Friedman de 59, très ancien, qui j'ai pas la version là qu'il m'a donnée avec, il y a marqué ornamentum, il a mis un mot un peu comme ça latin, faisant encore plus ancien. C'est l'ornement de la ville. Qu'est-ce que c'est l'ornement de la ville? Eh bien, ce sont les gens. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, c'est allégorique, comme dirait Branzi. Hein. C'est allégorique. C'est allégorique. C'est une image allégorique. C'est-à-dire que, à vous d'interpréter ce collage qu'il fait. Moi, j'interprète comme, voilà, les gens, c'est tout pour moi, c'est ça. Donc, je finis par... parce que tu me disais que c'était un peu subversif, mais c'est pas très subversif. Ça l'a été il y a 40 ans. Donc, le fait de faire disparaître l'architecture, c'est une vieille histoire. Donc voilà, je ne perds rien. Hein. Faut faire attention. Voilà mes petites vaches qui vont me resservir. C'est la fin de l'histoire de Yona Friedman qu'il a faite pour Lausanne. Quel va être le dessin de Yona Friedman pour parce qu'à chaque fois qu'il va quelque part, on lui demande de faire des. Moi, il m'a fait des dessins, moi. C'était dans les années 90. Donc il m'a fait des dessins. À chaque fois qu'il va quelque part, il a une telle facilité, puis on a tellement envie d'avoir un dessin qu'il fait pour quelqu'un. Et donc là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il va leur faire pour Lausanne? Il a fait des petites vaches comme ça. Vous avez de la chance. Hein. Moi, je l'ai marqué maintenant. Hein. Friedman EPFL 2012. Hein. C'est labellisé. Hein. Mais bon, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de montrer mes références qui m'ont renvoyé tout d'un coup quand j'ai vu ça. Parce que c'était pas des idées c'était pas des dessins qu'il avait dans les années 60. Ça, c'est des dessins d'une autre génération. C'est aussi bien Archizoom qui parle de liquéfaction. Hein, vous avez un objet éclaté et ça devient justement le plan, comme il dit, Branzi parle de plancton, hein, c'est-à-dire toutes ces petites choses qui sont réparties dans la ville, etc. Et puis, bien sûr, le groupe 1999 avec ces vaches, c'est-à-dire la nature qui reprend en possession de tout ça. J'étais un peu longue, désolée. Voilà. D'ailleurs, il y a probablement des questions. Ah, tu veux que je garde ça, non? Oui. Ramon, oui. C'était une conférence excellente, merci. Je voudrais vous faire une question. Où est-ce que, on peut voir les influences de Friedman dans la même époque, oui. On peut suivre l'évolution de cette idée mégastructurale avec Superstudio, etc. Et Rainer Banham, dans son époque, il a trouvé toute cette époque de la mégastructure tuée, comment dire, morte dans un coffin. Ça c'était fini. Mordant. Il avait une phrase aussi comme les mégastructures c'est déjà mort. Et ils sont restés que de coffins, que de cages, de cercueils, merci. Des cercueils ou les os d'un animal mort. Mais ma question est où est-ce qu'on pouvait trouver cette influence dans les architectes d'aujourd'hui ou de les dernières 20 ans. Je parle juste d'une influence plastique formelle. Je ne parle pas des process, que c'est très intéressant, ce que vous avez raconté des ordinateurs, de la participation. Ce sont des influences très claires, mais juste dans la forme, peut-être on peut penser tous qu'il y a des bâtiments ou des architectes qui ont été influés par cette... Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Non, mais c'est le travail que je vous disais tout à l'heure qu'il faut faire, justement, en thèse. Mais moi, justement, ça m'intéresse pas trop, ça. Enfin, j'ai pas envie de le regarder plastiquement
figurativement. Ce qui m'a intéressé, c'était les concepts d'une certaine façon. La ville intérieure, la ville en nappe, c'est pas forcément des images, mais ça me semble, la ville intérieure pour moi est quelque chose de capital en fait, de cette idée de. Voilà. Mais bien sûr, moi, alors les jeunes que je voyais par exemple à Budapest, eux, c'était le bricolage. Ce qui les intéressait, c'était le remplissage. C'est-à-dire, on laisse tomber la mégastructure en tant que grosse structure. Mais un peu ce qu'avait fait Archigram de toute façon, on revient, et puis on bidule des trucs, enfin ils avaient des interprétations un peu simplistes en même temps, mais ça avait l'air de les combler, donc très bien, hein, je veux dire, c'est pas... Mais moi je pense que le travail effectivement est à faire à la fois sur les concepts et à la fois sur les objets eux-mêmes, mais bien sûr il y a plein de... Même une fois, je me souviens, début, quand est-ce que c'était 95 à peu près, Yona Friedman était venu faire une petite intervention à Beaubourg, et il avait montré une image. Mais à l'époque, il n'était pas inconnu encore. Il était tout content de montrer une image. Je crois que c'est un architecte, il faudrait lui demander, soit canadien, soit américain. Et il montrait une image avec une grande structure, comme ça, remplie. Et il disait, il était assez content de montrer que son projet avait été en partie réalisé. Ça n'avait aucun rapport. Et surtout, c'était très très laid. Et ça ne le gênait pas d'ailleurs. Les poteaux, enfin les poutres pour porter un machin comme ça, c'est ça, c'est ce que je disais, il faut avoir un super ingénieur pour arriver à faire les fils. Parce que lui, tout est en fil. Ça n'a pas d'épaisseur, ça n'a pas de matière. Et donc lui, il a déjà des références de gens qui pensent, qui ont déjà appliqué son idée. Mais c'est faux parce que... enfin, je veux dire, c'est faux. Moi, je pense que c'est autant Mies van der Rohe. À partir du moment où il fait de la fausse mégastructure, il fait de la fausse tridimensionnalité, à ce moment-là, c'est Mies van der Rohe. Parce que la maison dans la poutre... Je veux dire, on n'a pas besoin de Friedman à ce moment-là. Il faut bien faire la différence entre vraiment une structure telle qu'il aurait voulu, telle que voulait la faire Friedman, c'est-à-dire qui avait cette espèce de complexité spatiale, parce que ville moderne et ville spatiale, ça va ensemble, alors qu'en fait, ce sont des poutres aménagées. C'est pour ça que je montrais aussi Craig Elwood. Mais Craig Elwood, il connaît pas, je ne sais même pas s'il connaît Friedman à l'époque. Hein, c'est un Californien, lui, c'est Smith. Et donc... il faut faire ce qu'il montrait la dernière fois Friedman, je me souviens, il disait que c'était son idée, mais j'aurais très bien pu dire, en fait c'est Miss, hein, je veux dire. Donc la question c'est de savoir, bon moi je vous ai dit tout à l'heure, Tchoumi, qui me disait que, je lui dis, alors tu fais du Friedman, il me disait, oui je fais du Friedman pour son projet à Pékin. Hein, il a proposé aux Chinois de plutôt que de raser, les Chinois évidemment voulaient raser à la Corbu, hein, ils sont quand même 40 ans avant par rapport à ça. Ils ont dit on va raser comme ils font, hein, et lui il est arrivé à la Friedman et il a dit non, vous démolissez pas, je vous fais une structure par point qui passe par au-dessus. Et il reprenait un réseau à la Friedman, sauf que au lieu que ce soit une résille complètement neutre, parce que la neutralité pour Friedman, elle a un sens, bien sûr. Lui, évidemment, il faisait une résille pour les Chinois, c'est-à-dire un peu designée, un peu partant dans tous les sens. Voilà une des occurrences. Mais ceux qui l'ont bien avant lui, c'est MVRDV. MVRDV, il cite carrément. MVRDV, quand on regarde Pharmax, je crois que c'est dans Pharmax et dans Metacity, il cite carrément Friedman. D'ailleurs, c'est peut-être avec MVRDV que j'ai vu vraiment le retour nominatif, explicite de Yona Friedman pour penser le développement de la Hollande. Bon, pourquoi pas, de toute façon. Mais ils ont pris Friedman, ils n'ont pas pris Constant. Hein. Donc voilà par exemple. Bon, encore une fois, je pense qu'il y a un corpus ici à déterminer et ensuite à analyser très finement sur quoi ça joue, en fait. Qu'est-ce qui les intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui est de l'ordre, justement, de l'icône, comme ça? Parce que Yona Friedman, il a quand même toujours son utopie. Hein. Il dit utopie réalisée. Non, il dit du tout. Hein. Donc moi je pense qu'il y a un vrai travail que moi je ferais pas, qui ferait l'objet d'une thèse, je pense là-dessus. Donc bon courage, vraiment. Voilà. Il dit utopie réalisable, oui. Pas réalisée. Non, il dit utopie réalisable, mais oui, je sais. Oui, c'est son livre, Utopie réalisable. Oui, il continue d'y croire, mais je trouve que c'est une belle utopie. Et pour moi, c'est une vraie utopie. Enfin, je veux dire, et aujourd'hui, je ne crois pas que les gens qui reprennent, beaucoup d'architectes qui reprennent ces projets, n'ont absolument pas d'utopie. Ils reprennent une image, ils reprennent un système, ils ne reprennent pas l'utopie. Il y a une différence entre une utopie et le système qui porte cette utopie. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'utopie. Non. C'est un des derniers, là. Hein. C'est notre Corbu qui s'en va, là. Je trouve.
génération. Ouais. D'utiliser l'utopie comme un outil en fait. Est-ce que ce serait pas, parce qu'aujourd'hui, ce rêve de la mégastructure, on est capable de réaliser tous les moyens de notre... Non, moi je pense que constructivement, c'est pas une question constructive. Vous savez, Tanguay, je vais pas montrer Tanguay, Kanzo Tanguay, quand il a fait son projet pour la baie de Tokyo en 1960, il avait mené les études à la japonaise, très très loin. Et donc son projet était constructible. Hein. Il y aurait eu moins d'informatique aujourd'hui, mais enfin, c'est pas un problème l'informatique. Hein. Archigram a bien montré que ça infiltrait. Et en fait, là, sur quoi ils ont buté, c'est que c'était un projet pharaonique qui allait être porté par le gouvernement, parce que qui allait investir dans le fond de la baie de Tokyo, et que c'est un système capitaliste, hyper capitaliste comme il l'était, ne pouvait pas rentrer. De Gaulle aurait peut-être pu faire ça éventuellement. Vous voyez, c'était une échelle gaulienne, je dirais. Hein. C'est-à-dire un État fort, puissant, des 30 glorieuses. Mais les Japonais, mais j'ai lu ça, que le projet de Tanguay était allé très très loin dans sa proposition. Donc je pense que la mégastructure, elle revient. On appelle, aujourd'hui c'est très à la mode d'employer le mot mégastructure. Pour moi, la mégastructure c'est très précis. J'ai une définition très stricte de la mégastructure. C'est un double système de porteur et de remplissage. Hein, de porteur qui a une durée d'investissement et de remplissage mobile. On jette et on remplit. Or, la mégastructure aujourd'hui, c'est pas ça. Ils disent mégastructure, c'est-à-dire gros, grand. Hein, donc c'est hyper, méga, ou alors méga dans tous les sens, mais c'est simplement pour dire gros. La mégastructure, c'est pas qu'elle est grosse, c'est pas qu'elle est grande, c'est qu'elle a une ambition énorme à tous les points de vue, même écologique, sociétal, humaniste, écologique, et elle intègre la ville, l'architecture, les goûts des gens, tout. La mégastructure, c'est une utopie en tant que telle. C'est pour ça que moi j'aime bien dire qu'à Yona, je dis non, il faut pas. Il n'aime pas le mot mégastructure, il y en a parce que, à cause de Michel Ragon, qui a fait beaucoup de mal à Yona Friedman, il ne supporte pas. Quand je l'ai connu, moi, il était dithyrambique sur Michel Ragon. Ah, il a dit que j'étais une mégastructure, et donc c'était ridicule. Voilà. Et la mégastructure lui faisait perdre toute l'humanité qu'il avait mis dans son projet, parce que mégastructure, c'était le truc honni. Et Ragon a essayé de chapeauter tout ça avec sa futurologie. Voyez, et il y en a, c'était pas ça. Mais mégastructure, si on le prend, comme l'a bien analysé d'ailleurs Rainer Banham, ou comme le disait Mackie, c'est-à-dire cette structure à double échelle, c'est magnifique, c'est beau comme projet, mais c'est pas du tout aujourd'hui ce qu'on fait. Hein. Donc il y a des retours de mégastructure, mais je pense pas que ce soit une question de technologie. Je vois pas en quoi aujourd'hui la technologie nous permettrait de mieux construire. Bon, il y a des aciers plus légers, bon, oui, peut-être un peu plus fins, mais vous voyez bien que l'ambition... La structure pure et ensuite il y a Oui. le problème, c'est toujours la structure, parce que ça implique aussi une répétition de structure qu'on répète. Et du coup, la mégastructure, elle acquiert ce côté complètement totalitaire. La structure est partout. Mm-hmm. Et on le déplace en la structure, il y a aussi la question de la destruction du locus. Mais quelque part, on est dans la mégastructure. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, ce déplacement, il se fait plus physiquement, mais peut-être par Internet. On pourrait dire que c'est pas une mégastructure, c'est un langage, une structure. Non, mais la mégastructure est très souple. Hein. Moi, je vous dis, j'ai une définition très stricte de la mégastructure pour éviter justement de dire que Internet, c'est de la mégastructure. Mais on peut le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, la supersurface de Superstudio, c'est une mégastructure. Sauf que de dire ça, c'est revenir 30 ans en arrière, ou tout au moins 20 ans par rapport à ce que mon travail, c'est-à-dire de dire tout est mégastructure. Moi, j'ai essayé de montrer que justement, il y avait trois mégastructures différentes. Il y avait celle des Smithson, il y avait les positivistes type Yona Friedman, et puis il y avait ceux qui voulaient, comme tout fait pour dire on n'est pas des mégastructuralistes. Donc remettre tout dans un chapeau, pour moi, c'est une régression par rapport à l'histoire, mais on peut aussi le réouvrir. Mais bon, je vois pas trop... Vous avez raison, tout à fait raison, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez raison de dire que la mégastructure, on est dedans, quel que soit l'extérieur, et on voit bien avec Yona Friedman qui balade la même solution dans le monde entier, que le monde n'a pas d'importance. Le monde n'a pas d'importance parce que finalement, ce sont les gens qui sont à l'intérieur. La question, c'est que la différence avec Le Corbusier, qui mettait sa ville à Savoie, vous savez, aux quatre coins du monde, et qui disait, en gros, l'homme est unique, il a des fonctions, etc. Lui, il dit, je la mets partout, ma mégastructure, sauf que les gens, c'est des individus, mais ça, il a appris ça aussi de Tim Ten, hein, il est très hérité de Tim Ten. Ils ont des cultures, ils ont des religions,
Rappelez-vous, quand il fait Casablanca, il y a le bâtiment pour les Juifs et les bâtiments pour les Arabes. C'est pas le même. Hein, donc c'est des gens qui ont des cultures, et c'est situé, mais c'est par rapport à la culture des gens, c'est pas par rapport au paysage ou je sais pas quoi. Hein. Donc vous avez raison de dire que moi je pense que cette mégastructure, vous avez employé le mot totalitaire. C'est pour ça qu'elle est une utopie, parce qu'elle est totalitaire. Elle est totale, elle est démente. Votre mur, là, qui est en face, hein, qui est magnifique, hein, bravo. Hein, vous connaissez le dessin de la maquette de Constant ou pas? Qui a fait cette maquette-là? C'est les étudiants? Ça, c'était une proposition de Yona Friedman de faire la Ah, c'est Yona. Ah, c'est Yona qui a fait. Ah, c'est Yona qui a dessiné. Parce qu'il y a une. Il a dessiné. Il a dit qu'il voulait un machin. Ouais. Bah, Constant a fait ça en 60. Hein. Il a pris, alors c'était pas du polystyrène, mais vous voyez ce dessin, cette maquette, non? Constant a fait, oui, la même chose d'une certaine façon, c'est-à-dire un labyrinthe, la diversité des gens. Là, ce que vous voyez là, c'est des gens qui s'expriment. Chacun a envie d'avoir une maison avec une fenêtre machin, avec un truc, le bazar. Hein. Mais Aldo Van Eyck disait, hein, la labyrinthe, la complexité du labyrinthe. C'est toujours ces mêmes figures. Je pense que votre mur, qui est magnifique, que j'ai pris en photo, exprime bien ça. Ça va lui plaire, ça. Chacun a exprimé et lui est en retrait. Alors, avant, il disait, moi, je vais juste vous mettre quelques fils pour que tout ça tienne, que ça se casse pas la figure. Hein, et aujourd'hui, il dit, je mets plus les fils, je mets des vaches. Mais non, mais pour répondre, non, je crois pas que ce soit une question de technique, pas du tout. Non. C'est que la société n'est pas prête pour faire ça. Enfin, je veux dire, on est à l'inverse de ça aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'il faut réfléchir plutôt à comment des parties, je pense plutôt pour Ramon, ça, comment des fragments d'utopie, trouvent à s'actualiser. Mais la mégastructure en tant que telle, c'est un rêve, un beau rêve, mais total. Mais non, je ne crois pas. Non. C'est juste en relation à ce que tu as demandé. Moi, je ne sais pas dire que Internet, c'est la meilleure structure. On peut créer un nouveau concept, que c'est Internet, c'est une meilleure structure, que ça évolue, ça change tout maintenant. Quand j'ai parlé avec Yona Friedman, il me racontait ses idées de mobilité, il me signalait le téléphone mobile, il disait, maintenant il ne faut pas de l'infrastructure, on est libre, on est souple, on a déjà de la mobilité, la technologie. On sent qu'il y a des choses maintenant qui sont possibles, qu'il y a 40 années, c'était impossible d'imaginer. Attention, Archigram, il a imaginé beaucoup de choses. Hein. C'est vrai. Le pêcheur branché, il faut le faire. Hein. Ouais, 69, hein, le pêcheur branché. Hein. Moi, j'ai pas vu mieux. Hein. J'ai pas vu, mais dans le métro à Paris, ils ont fait la publicité il y a 2 ans, j'ai oublié de le prendre en photo. Il y avait un berger qui gardait ses boutons. Il ne pêchait pas garder ses boutons. Et il avait sur les genoux un ordinateur. Bon, c'est un ordinateur portable, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les portables. Mais je trouve que c'est l'utopie du monde. Enfin, c'est pas l'utopie. Là, on touche au réel. Internet est en train de réaliser tout ça. Mais qui avait quand même été... Moi, j'ai écrit un article qui s'appelle « L'invention de l'interactivité », qui retrace justement tous ces moments de... Comment dire, l'interactivité du point de vue des architectes, elle s'est construite, disons, en 15 ans, quoi, dans les années 50 et 60. Cette idée d'interactivité, elle s'est construite là. Et après, elle a été abandonnée par les architectes. Une fois qu'on aurait pu commencer avec la technologie à la mettre en marche, qu'est-ce qu'ils ont fait les architectes? Ils nous ont fait de la forme urbaine. C'est ça mon idée d'arrêt du futur. Hein, pendant 20 ans, on a perdu 20 ans, les architectes ont perdu 20 ans sur le réel, hein, 20-25 ans sur le réel. On a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Au lieu de continuer Archigram, au lieu de faire ce que nous disait Archigram, qui avait quand même, en France, on a fait un institut de l'environnement, le mot architecture n'était plus utilisé, on parlait d'environnement et d'énergie. Il y a eu le changement total à faire des places, des rues, des arbres, des machins, des trucs. La ville postmoderne, c'est ça, c'est quand même, on n'a pas été bon là, hein, si je peux dire, les architectes. Hein. Donc, on retourne à ça, évidemment. J'interrogeais beaucoup Jean-Robert qui m'a emmené gentiment en voiture tout à l'heure parce qu'il avait la Mobilis.
c'est mon sujet de recherche aujourd'hui, la voiture. Parce que, évidemment, la technologie et l'informatique et le numérique vont nous faire rentrer de plein pied, mais encore une fois, on est en train d'être à la traîne de nouveau par rapport à ça. Parce qu'on avait de l'avance. Moi, je trouve qu'avec Archigram, on avait de l'avance. On était quand même, ils ont été très rapides à faire la connexion entre l'architecture et le numérique. Parce que quand même, Internet, ça s'est inventé en 69 sur le campus de Berkeley. Hein. Et eux, en 69, ils étaient pratiquement, ils n'étaient pas Internet, mais pratiquement ils étaient Internet. Donc on était dans le temps. Et c'est difficile pour un architecte d'être dans le temps. Et là, on est en train de se faire bien rattraper. Hein, parce que je peux vous dire qu'il y en a qui pensent à la ville et plus rapidement que nous maintenant. Hein. Donc voilà, je suis un peu... Il faut rattraper notre retard, moi je trouve. Il faut rattraper notre futur, voilà. Mon idée du retour du futur, c'est qu'il faut rattraper notre futur qu'on a perdu. On a perdu 30 ans de futur. Voilà. Donc, mais bon, il ne faut pas être nostalgique. Hein. Non, je pense que aujourd'hui, la ville numérique, c'est extraordinaire. L'histoire de la voiture, c'est magnifique, quoi. Je vais poser une question. Elena? C'est une chose que j'avais comme ça saisie au passage, non? Ces fonds urbains sur lesquels se déploient les villas ou les autres déclinaisons de Yona Friedman. Au début, tu nous as dit ces lieux de Paris captés à travers les cartes postales, mais des lieux vides. Enfin, des lieux vides. Disons. Qu'on peut remplir. Qu'on peut remplir, voilà. La place de Contrescarpe a encore cette... Il y avait un trou au milieu, c'est d'une place. Sauf qu'elle est aussi liée quand même à déjà une image. Et puis les derniers collages sont beaucoup plus posés sur ces éléments qui sont extrêmement iconiques aussi, qu'ils soient Berlin, qu'ils soient Paris. C'est significatif pour toi d'observer ça aussi, la différence du fond de la ville sur lesquels se déploient les dessins ou pas? Non, pas tout à fait, parce que bon, j'aime bien ceux de Berlin parce que je trouve que refaire 40 ans plus tard les mêmes, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il a une vérité en lui. Quelqu'un qui refait 40 ans plus tard la même chose, c'est quand même extraordinaire. C'est pour ça que le reste m'intéresse moins d'une certaine façon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la survie de la mégastructure. C'est la survie de la ville spatiale. Mais si tu regardes les années 60, au début 60, il faisait les mêmes collages. Il prend les Champs-Élysées, il te met au-dessus la ville qui passe. Tu vois, j'ai pas mis tout, si tu veux. Donc c'est la même chose. Non, ce que je voulais dire par rapport à sa perspicacité par rapport à Paris, mais j'ai pas, encore une fois, c'est pas un cours sur je peux pas tout montrer, mais il avait repéré dans Paris, en partant de Bercy jusqu'à Nation, il avait mis sa large bande qui partait de Bercy à Nation, en traversant tous les lieux où je trouve qu'il avait perçu tout ce qui était un peu pourri dans Paris. Quand même, c'était pas mal. Hein, il avait dû se balader et je sais pas pourquoi il avait trouvé le 13e arrondissement, tu vois, qui fait l'objet de tous les projets. 60 ans plus tard, on est encore en train de le construire, tu vois. Donc il avait bien vu que là, dans les quartiers de l'Est, de l'Ouest, il n'y aurait rien à faire, à part aller sur le bois de Boulogne et encore au-dessus de la Seine. Mais sinon, il avait bien vu que là, il allait pouvoir mettre ses pieux sans qu'on l'embête trop. Donc il y avait une faisabilité avec son RB, tu sais, il le met, RB, il est avec Le Corbusier, RB, Fuller et Waxman. 4 personnes, il y a quand même c'est un promoteur. Donc il était beaucoup plus proche qu'on ne pense il pensait qu'il allait vraiment pouvoir construire quelque chose. Et c'est pas pour rien qu'il a fait ce projet dans l'Est de Paris, où effectivement, là, aujourd'hui, on aurait sa superstructure, et bien ma foi, on serait vachement content. Hein, parce qu'en dessous, il n'y avait rien, il y a des rails, il a enjambé les rails, il y a les rails de chemin de fer qui passent là. Il y a plusieurs rails. Et puis il y avait plein de quartiers à l'abandon. Hop, il est venu la mettre. C'est pas pour rien quand même. Hein. Et quand on va chez lui, je sais pas si vous êtes allé chez lui là, dans le couloir, parce que il y a beaucoup de choses, hein, comme vous savez. Il y a une immense photo noir et blanc qui fait tout ce mur, qui est le plan qu'il avait proposé pour RB, pour Paris, avec ce passage justement j'avais le plan de ça qu'il m'avait donné. Donc c'est intéressant ça aussi, on n'interroge jamais là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, il ne veut pas parler de ça, parce que c'est un échec, mais ça serait intéressant aussi de voir en quoi ce projet, même s'il avait pris d'autres formes, aurait pu être réalisé. Ce que voulait faire Tchoumi aujourd'hui, par exemple. Ce qu'il a proposé pour Pékin, c'était entièrement constructible. C'est du moins politique.
Il n'y a aucun problème constructif. Tout est entièrement politique. Et s'il ne l'a pas fait dans le 13e, là, c'est parce que c'était politique. On n'avait pas envie d'un projet comme ça. Mais à la limite, on aurait eu une structure même un peu plus... par exemple, quand on est à Chicago et qu'on voit le Loop, le Levited de Chicago, qui aujourd'hui fait partie du patrimoine de la ville, bon, on voit bien ce que ça aurait pu donner. Moi, je pense toujours à ça en me disant... quand même, ça aurait été dur. Mais on peut imaginer qu'en dessous, aujourd'hui, à Paris, le métro qui est surélevé, vous savez tout ce qui s'y passe en dessous. Vous avez les jeunes blacks là, qui jouent au foot, au volley. Bon, il y a aussi les SDF qui sont en dessous. Mais enfin, on peut imaginer toute une vie sous ces structures un peu infernales malgré tout. Donc, voilà, je sais pas, il y a des... Je sais pas si c'est un exemple à mettre dans... Je sais pas, c'est à travailler, ça. Il y a de la prospective à faire, en fait. Il y a de la prospective à faire sur ces fragments d'utopie du projet. Mais donc, pour revenir à ta question, il avait déjà... C'est pas plus plaqué sur Berlin que ça l'était sur Paris, ou à Monaco, ou dans toutes les villes qu'il a faites. Ouais, Tunis. Mais Tunis, il n'a pas fait de photos. Enfin, j'ai pas vu de photos. Peut-être qu'il faudrait que je revoie, là, sinon. C'est des dessins. Il a fait sa coupe. Et... Donc, il n'a pas... non, pour moi, c'est la même chose. Je crois, peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas vu de différence. Bon. Oui. Bravo pour la conférence, merci. Alors moi, ce qui m'interroge beaucoup dans la question, notamment dans le titre Utopie réalisable, utopie réalisée, on peut dire, c'est à quel moment l'utopie disparaît parce que justement elle est réalisable. Elle quitte son domaine de définition utopique comme un espèce de rêve immatérialisable. Et puis, je mets ça en parallèle avec justement le pêcheur avec le téléviseur d'Archizoom. L'archigramme. Ça, c'est une utopie réalisée. Je fais une oui. photo avec un gars avec un iPod. Ouais. C'est ce que je dis, c'est une utopie réalisée, ça. Alors moi, ce qui m'intéresse vraiment dans tout le sujet qu'on a vu, c'est jusqu'à quel point l'utopie disparaît. Parce que, évidemment, elle est appropriable. On voit que Waxman, par exemple, du côté de l'ingénierie, ne pose pas de structure inconstructible, très impressionnante. Mais... alors que Friedman, justement, il est dans ce côté-là où son travail reste vraiment du côté de l'utopie, parce que justement, il ne s'approprie pas à cette dimension constructive. Et moi, c'est justement tout ce qui me questionne dans l'utopie, c'est qu'à un moment, je crois, quand on fait des projets, on est dans une certaine monde utopique, l'utopie disparaît parce qu'on a atteint une espèce de pragmatisme qui fait que la chose est tangible, constructible et appropriable. L'utopie reste une espèce de domaine. Non, mais tu as raison de poser cette question. C'était Colin Rowe qui disait l'utopie l'utopie se pervertit au fur et à mesure qu'elle devient réalisable. C'est-à-dire plus tu approches du réel et plus tu perds. Moi, je dirais que chez Friedman, c'est pas pour rien qu'il abandonne sa structure. Parce que c'est pour revenir à la question de l'étudiant. Plus on maintient la structure, moins c'est réalisable. Parce que ce réseau, cette grille qui s'étend comme ça, elle est impossible. Et en même temps, c'est ce qui structurait très fortement son projet. Et donc, je pense qu'il y a des contenus. Je pense qu'il y a des contenus à l'intérieur même de cette structure qui sont des contenus utopiques. C'est pour ça que la question de la participation, telle que l'entendait Friedman, sont des choses qui sont en train de rentrer dans le réel, qui sont des utopies réalisables. Il y avait le pêcheur branché, ça y est, on y est, et c'est la ville dont on rêve. C'est pour ça que ça m'énerve un peu. C'est pour ça que j'ai montré Serve City des étudiants en architecture qui carénent. C'est dérisoire. C'est pas ça aujourd'hui la ville. C'est pas du tout ça. C'est que la ville, ça va être des points de branchement. C'est vraiment ce qu'avait imaginé Archigramme et Archizoom à sa façon aussi délirante. Et non pas un carénage, je sais pas quoi. Et donc je sais pas comment te répondre, mais je sais pas ce que tu attends comme réponse d'ailleurs. Non, c'est avec la phrase de Colin Rowe, on voit bien que c'est vraiment un sujet oui. qui disparaît. C'est vraiment ces deux choses que tu là-dessus. Non, mais la question que ça pose, c'est parce que tu vois bien que l'utopie de Friedman, comment dire, il est à l'aise maintenant. J'ai sûr qu'il ne construira pas. Mais il a toujours dit, il a pris, pas toujours, justement, pas toujours.
Mais à un moment donné, il a pris du recul en disant, moi, je veux rien faire, je sers à rien, sauf que c'est quand même lui qui dessinait la structure, etc. Mais tu vois bien que si cette structure, elle disparaît, c'est parce qu'elle empêche l'utopie. Et il revient sur le fond qui était celui des années 60, c'est-à-dire que c'est l'idée de bataille, c'est la chourme architecturale, c'est le message des philosophes des Lumières. L'architecture est une contrainte. L'architecture est dure. Quand Bataille dit c'est la chourme architecturale, c'est celle qui empêche l'homme. Donc il y a une espèce de toujours vouloir revenir à l'état originel, du paradis, quand il n'y avait pas d'architecture. J'ai coutume de dire, c'est grâce à la femme qu'est l'architecture. Hein, puisque j'avais lu ça quand j'ai travaillé sur les rhéteurs du XVIIe siècle. Il y a Pierre Lemoine qui dit, qui écrit, si ce bienheureux état existait encore, l'architecture ne nous serait point nécessaire. Donc, si le paradis existait encore, on n'aurait pas besoin d'architecture. Autrement dit, si la femme, Ève, n'avait pas mangé la pomme, n'avait pas croqué là où il ne fallait pas, eh bien, on n'aurait pas d'architecture. Donc, l'architecture, elle est née du péché. Ça, c'est mon interprétation, il ne dit pas tout ça. Mais quand même, elle est née du péché qui a amené les éléments qui fait que, comme tu sais, la tradition, que nous a bien raconté Eric Werth, il faut se protéger, etc. etc. Et donc, si tu veux, quand tu regardes sur 2000 ans d'histoire et de mythes et de mythologie de l'architecture, moi je le mets vraiment en perspective sur 2000 ans, toute cette histoire. Tu vois. C'est pourquoi je n'ai pas développé là sur la question de la nudité. À la fin, j'ai pas montré le plus célèbre des super studios parce que tout le monde le connaît trop maintenant, mais la première fois que j'avais vu ça, j'ai dit waouh, c'est quoi ce machin là, il y a 20 ans. Ils sont nus. Ben oui, ils sont nus, puisqu'on n'a plus d'architecture. Donc l'Éden est revenu, on s'est débarrassé une fois pour toutes de l'architecture, et on vit l'utopie qui est le paradis. Voilà, alors, bon, c'est un peu rapide tout ça je te dis, mais tout ça pour moi, ça a été compliqué à démêler. Tu vois, mais l'architecture, elle finit toujours par échouer et finir, enfin échouer comme sur le sable. Pas un échec, elle échoue. Elle finit. C'est comme la pilule d'Olaine. Il fait sa pilule en 68. Et alors, comment on fait après? Tu prends la pilule, hop, terminé. Tu n'as plus besoin d'architecture, d'architecte, etc. Qu'est-ce que tu fais après? Voilà. Tu fais de la forme urbaine. Le choc est dur. Donc, mais je suis d'accord, je trouve que c'est une très bonne question. Et cette utopie qui est menée jusqu'au bout qui finit par cet architecte qui a plus de boulot, ils étaient tous au chômage, mais ils pouvaient à l'époque se permettre ça, je sais pas. Mais je trouve intéressant, oui, cette utopie qui finit à l'absurde. J'ai l'impression que l'architecte, il finit toujours par arriver à ça. C'est très intéressant, ces vaches qui reviennent. Là, je trouve, lui-même, qui n'était pas là-dedans, il revient là-dedans. Et je me demande si les étudiants sont pas prêts à refaire le chemin. Je sais pas. Les temps de crise, ils font aussi. Si on enfin, je sais pas, ici, ça a l'air de bien marcher, la construction, mais en France, c'est plus dur. Les temps de crise sont soit les croissances, soit les temps de crise où il n'y a pas de boulot, où les architectes, du coup, déconnectent. Les jeunes, je parle, hein, pour les jeunes qui peuvent se permettre de rêver comme ça. Et on détruit l'architecture. Toujours, on détruit l'architecture. Pour la reconstruire, mais on la détruit. Même, d'ailleurs, Brandy, je l'avais rencontré en 93. Je lui avais dit, mais il montrait à l'époque, je ne sais pas où est-ce que c'est devenu ça, il montrait chez lui, là, à Milan, une maquette qui ressemblait à de l'architecture. Moi, je dis, ah bon? Parce qu'il est quand même resté fidèle, hein, contrairement aux autres. Et il me dit, bah oui, mais une fois qu'on a démoli l'architecture, il faut bien y revenir. Parce que, bien sûr qu'il voulait construire. Tous les architectes veulent construire. Je ne crois pas qu'il y ait un architecte qui ne veut pas construire. Mais en Italie, c'est dur, mais voilà. Bon. Je crois que c'est une belle conclusion. Voilà. Merci encore. Merci, et merci de votre accueil. Merci. Hein.